Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode de 79. Avec une belle voix camomilleuse. Un bon petit thé oolong, là, c'est bon. Hey, Dan! Ouais. Qu'est-ce que tu de semaine de films puis de séries streaming? Toujours des belles semaines de films. Moi, j'ai fini Stranger Things dans les 2 dernières semaines qui a passé, j'ai fini ça. Oh, tabarnouche! Je suis pas déçu. Puis j'ai un grand film d'auteur aussi qui a marqué l'histoire un peu. J'ai hâte de jaser. Ouais, c'est ça, tu me disais que je l'avais sûrement déjà vu. Par bout, mais Ok, ouais, par bout, hein. on y reviendra. On y reviendra, Ben. Ouais. Tout le contexte Commencer historique aussi avec, à travers ça. Ouais. Stranger Things? Oui, allons-y. Mais dans le fond, c'est ça. J'ai fini Stranger Things saison 4. Quand on a parlé des 3 premières saisons, peut-être début de la 4e, pas dernière fois, mais là, 2 épisodes, je pense. Ouais. Puis la 4, au départ, j'avais comme un petit bémol. J'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Les jeunes sont séparés. T'as des nouveaux personnages qui m'ont pas marqué non plus. Mettons Eddie, moi, je l'ai pas aimé. Ok. Mais regarde. T'es le correct. seul! Belle fin pour T'es le Eddie. seul dans tout le monde entier! T'es sûr? Je le sais pas, là. Il me semble, moi, j'ai vu les Duffer Brothers qui ont dit que le personnage d'Eddie, c'était une erreur. Il aurait pas dû faire ça. Bon, en tout cas. Ah ouais? Ben, moi, j'ai entendu dire que c'était une erreur de le faire mourir. Ah, ben là, tu viens de dire qu'il meurt. Ouais, ben là, Ben, arrive en ville, tabarnache. T'es le seul qui a pas écouté la série. Je l'ai écouté. Mais ouais. Ben, ça. il meurt ou il meurt pas, je le sais pas, tu sais. Puis, tu sais, justement, aussi par rapport à la saison 4, Ouais. c'est des épisodes qui ont été à peu près en moyenne 30 millions par épisode. Les effets spéciaux sont absolument incroyables. C'est les meilleurs effets spéciaux que Netflix nous a donnés depuis la saison 1, je pense. Oui, la tune de Kate Bush qui est revenue à la mode à cause de l'épisode 4, pour moi, c'est le 2e meilleur épisode après l'épisode 7 de la saison 4. Mais dans tous les épisodes de toutes les saisons, c'est ces 2 épisodes-là qui ressortent du lot. Puis c'est vrai, tu sais, c'est prenant, c'est extraordinaire. La fin de l'épisode 4 avec. Ben là, je veux pas dire ce qui se passe, parce que c'est pas gentil, là. Mais c'est là, tu sais, la tune de Kate Bush. Tout le monde a vu. Tout le monde qui est fan de Stranger Things a déjà écouté la série dans les 2 premiers jours que c'est sorti. T'es le seul qui a pas écouté ça. OK. Je peux en parler, là. Ça fait 3 mois que c'est sorti. Même la première. En plus, l'épisode 4 est sorti en mai. Fait que ça fait encore plus longtemps, là. OK, parlons-en. Parle-en. Tu sais, la scène où est-ce que Vecna fait juste comme prendre possession de c'est quoi son nom? Max? Max, c'est ça. Pour la première fois, t'es comme, tu sens qu'elle va mourir, mais est-ce que tu veux pas qu'elle meure? Puis t'es comme, ça t'habite, puis t'as la musique qui comme la sauve. Puis tu sais, moi, Kate Bush, à la base, j'ai aucune idée c'est qui Kate Bush, tu sais. Moi non plus. Puis sa tune revient populaire après probablement comme 30 ans. Personne ne la connaissait. Ben c'est ça, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Kate Bush. Fait que, c'était une chanteuse des années 80. Ouais. Mais même la tune là, je la connaissais pas. Non. C'est comme populaire, là, je sais pas. Si tu connais pas la chanteuse, tu connaîtrais pas la tune. C'est ça. Non, mais ça disait là, qu'elle a fait comme des milliards, bien plus que ce qu'elle a fait avec cette tune-là dans le temps. Là, tu sais. La force du cinéma, surtout, mais la force du streaming. Mais tu sais, je sais pas si tu as écouté la tune en entier. Là. Non, j'ai pas écouté en entier. OK, mais la tune est vraiment longue. Puis, tu sais, ce qu'on entend dans l'épisode, c'est comme le meilleur bout de la tune. Tu sais, c'est le refrain aussi, je pense. Mais, tu sais, la tune est vraiment longue. Puis, elle n'est pas si bonne que ça là, en entier. Là. Ben, tu sais, je pense que ce moment-là, il est vraiment prenant dans la tune. Fait que ça. Ben, en plus, ça rajoute à la scène. Ben, j'imagine que c'est ça, c'est la scène qui amène quelque chose à la tune plus que la tune à la scène. Mais en tout cas, il faudrait l'écouter. Je vais peut-être faire ça. Ben, faut expérimenter dans la vie. Ouais. Mais je t'avouerais que c'est sûrement un des meilleurs épisodes là, de la saison 4. Après le 7, où est-ce que tu apprends toute l'histoire de Vecna, je trouvais ça extraordinaire. Tu vois toutes les références à Harry Potter aussi, comme on a déjà jasé. C'est ça, comme je te disais, c'est comme saison 4, ça vient t'amener vraiment plus une information au sujet de d'Eleven puis de tout ce qui
pourquoi elle existe, tu sais, pourquoi elle fait ça, pourquoi... Mais tu sais, ça vient tout cimenter tout ce que tu as regardé depuis le début. Puis là, tu comprends à peu près tout. Tu sais, des choses, mettons, dans saison 3, saison 2, qui restent floues, que là, ça vient expliquer d'une manière intéressante aussi. Ou mettons, tu sais, tout le backstory d'Eleven dans saison 2 qui est moins intéressant, ben ça vient le reprendre un peu dans saison 4, puis ça le rend pertinent, je trouve. Là. Ouais, ben c'est ça rajoute une explication de plus, là, tu sais, le vilain, le Big Master villain. Mais moi, ce que je trouve qui est dommage dans saison 4, c'est surtout le fait qu'ils sont éloignés, puis tu perds toute la famille un peu qu'ils avaient créée dans le 4, aussi, dans la saison 3 aussi, qu'on t'approche des sentiments, puis là, t'es comme dans des clans différents. C'est ça aussi mon petit bémol de la saison 4, c'est qu'il y a des personnages, parce que là, il y a de plus en plus de personnages, puis là, ça devient une grosse famille, comme tu dis, mais comme là, les personnages de Mike, puis le jeune avec son frère, ils parcourent la Californie, mais ils font rien de spécial là, dans la saison 4, là, à part les 2 derniers épisodes où ils retrouvent Eleven, mais sinon, c'est vraiment comme... ils les ont mis là pour... on dirait pour les utiliser juste en renfort, mais à la fin du film, à la fin de la série, là. Mais tu sais, je sais pas si c'est un choix qu'ils ont fait ou c'est une question d'horaire, de conflit d'horaire, d'autres choses, je sais pas. Parce que je trouve que ça fait pas de sens d'avoir fait ça. T'sais. Ouais. Ben, c'est sûr que, comme je t'ai dit, je pense qu'ils ont tellement beaucoup de personnages que là, il faut qu'ils fassent plusieurs clans là, à un moment donné. Ouais. Tu sais, comme c'est le fun, par exemple, les adultes, là, les plus vieux, ils étaient tous ensemble pour justement combattre dans Hawking. Mais tu avais, admettons, la mère qui est partie en Russie à la recherche. C'était pas intéressant non plus, ce segment-là. C'est ça. Ça a trop long. Ça a rajouté une autre histoire, on dirait, de la saison 4, mais une chance qu'on a des Christy de longs épisodes, puis que c'est quasiment des films à chaque épisode. Ouais. Là, parce que c'est sûr, il y a des épisodes aussi qui sont longs, justement, comme tu l'as dit. En Russie, c'est long, puis ça explique pas grand-chose. Là. Mais tu sais, vois-tu l'épisode 9, qui est le dernier épisode, dure 2h25, je pense. Ouais. Il aurait pu faire ça en 1h30. Ah oui. Ça aurait été parfait. Le dernier épisode, je t'avouerais qu'il est décevant, mais en même temps, je me dis, il prépare de quoi encore plus gros pour la dernière saison, là, l'ultime saison, saison 5. Puis c'est peut-être pour ça aussi, à quelque part, ils font souvent ça dans les séries, genre séparer beaucoup de personnages dans l'avant-dernière saison. Comme ça, dans la dernière saison, tout le monde se retrouve, c'est vraiment le fun. Le Seigneur des Anneaux, hein? Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme je pense, mettons, une série plus récente, Game of Thrones, c'est un peu la même affaire aussi. C'est juste que là, Stranger Things, c'est que c'est la première saison qui sont vraiment toutes séparées. Tandis que Game of Thrones sont séparés dès le départ à la saison 1, puis comme tout le monde se retrouve rendu saison 7, saison 6, saison 7. Là. Puis là, la dernière saison, ben, là, tout le monde, c'est comme la grosse guerre, mais moi, je trouve ça intéressant comme approche. C'est juste que là, comme tu dis, vu que c'est juste la saison 4 qui font ça, c'est un peu bizarre. Oui. Au moins, ça promet pour la suite dans 1 an et demi, je pense qu'il avait dit. Mais... J'ai hâte de voir. Ouais, c'est ça. J'espère que ça va être moins long que la saison 4. Là. On voit aussi que les jeunes grandissent vite. C'est le fun quand tu fais, mettons, une trilogie de films, puis que à chaque film, tu passes 1 an, puis là, tu vois c'est comme Harry Potter, mettons. Là. Ça s'est fait sur 10 ans, puis tu as vu 10-11 ans, puis tu as vu les jeunes grandir. Fait que à chaque film, c'est le fun. Ils grandissent d'1 an, puis tout à fait. Même si les films, des fois, il y a 2 ans d'écart, mais pour une série comme ça, je trouve que c'est. Parce qu'on passe pas de 1 an vraiment. Je veux dire, on passe pas de, mettons, 2-3 ans à écart. C'est gros max 1 an qu'on passe là, entre saisons. Fait que. Oui, puis ces gars, c'était 82, puis on est rendu 85, je pense, dans la saison 4. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bref, on grandit tous vite. Le poil pousse. Puis checker ça, Will Byers, c'est avec le sacrifice ultime comme Harry Potter. Oui, c'est ça. On l'annonce ici. Là. C'est ça, Will. Je cherchais son nom tantôt, ouais. Ben, je trouve, lui, c'est ça. Comme dans la saison 4, lui, il est vraiment underused, tu sais. Ouais. Tu sais, je pense, c'est un gros personnage. Justement, c'est ça. Ma théorie, comme tu dis, c'est que dans la saison 5, il va vraiment être
plus important là, que dans la saison 4. Là. Fait que on verra, mais dans la saison 4, je trouve que c'est décevant. Il est comme. C'est juste un gars qui a l'air timide, puis il a encore comme les fantômes de son passé. Là. S'ils s'en vont là où est-ce qu'il faut qu'ils se sacrifient, je trouve que c'est décevant parce que c'est trop facile. La référence est trop C'est facile. ça. Ouais. Ouais, fait que j'espère qu'ils vont être plus imaginatifs que ça. Ouais. Mais c'est comme le sacrifice de la saison 4, on dirait pas son nom, même si tout le monde le sait, mais. Tu l'as dit tantôt. Il y a un sacrifice en saison 4, puis. Non, mais hey, on a parlé d'Eddie, on a parlé de Max, on a parlé de Will. En tout cas, on sait pas c'est qui. Mais je trouvais ça décevant aussi, parce que là, moi, j'adore les personnages, puis. Tu sais, toi, tu l'aimes pas parce que. Il était nowhere ou. Mais je trouve qu'il n'y avait pas rapport. On reste avec les jeunes, lâche-moi des personnages ailleurs qui nous ajoutent, qui n'ont pas tant de profondeur, puis qu'on s'en fout. Ouais. Mais dans le fond, ça rajoutait un peu au Donjons et Dragons, Ouais. où est-ce qu'ils sont rendus. Mais ça l'expliquait aussi que ils se font des nouveaux amis, puis comme à l'école, en même temps. Surtout, le fait, c'est que Eddie il apporte l'intrigue avec le gars de basket, que je trouve qu'il est dégueulasse. Je sais pas ce gars-là. Il n'y a pas d'affaire, c'est comme une perte de temps. Là, ouais, mais lui aussi, à la fin, tu as vu comment ils ont comme terminé son personnage. Comme, tout le monde s'en calisse. Là. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est tout le temps des. C'est tout le temps des petits insides aussi au film des années 80. Justement, que dans tous les films, il y avait des bullies comme ça. Des espèces de dudes qui veulent juste péter la gueule à tout le monde, puis pour rien. T'sais. Ouais, mais en tout cas. Ça vient rechercher un dicton qu'on a toujours de faut pas jouer les héros dans les années 80, 90. Joue pas les héros, Ben. Joue pas les héros. En tout cas, je le conseille à tout le monde. Stranger Things, ça vaut vraiment la peine. C'est écœurant. C'est vraiment très très bon pour vrai. Ah oui. Ouais. Ceux qui l'ont pas vu et qui savent tous les spoilers. Ouais. C'est ça. Alright, ben écoute, moi j'adore cette série-là parce que c'est un bon mélange, je trouve, de sci-fi puis de mystère, d'horreur. C'est pas trop horreur, tu sais. Il y a de l'horreur pour vrai, de la vraie horreur. Je trouve que c'est oui, le fun. Oui. Ben, surtout la saison 4, je trouve on se rapproche beaucoup plus de l'horreur. Mais tu sais, comme j'ai des amis qui sont pas intéressés parce que justement, ils aiment pas l'horreur, puis ils pensent que c'est vraiment horreur, mais tant qu'à moi, c'est vraiment plus sci-fi, science-fiction. Tu sais, c'est pas de l'horreur à l'état pur, genre Décadence ou Friday the 13th. Tu sais, mettons, je te parlais justement dans le dernier épisode de Fear Street. Ça, c'est beaucoup plus horreur, même si c'est fait plus pour les jeunes aussi. C'est basé sur des romans pour jeunes, mais c'est de l'horreur quand même. C'est des slashers. Il y a beaucoup plus de sang, toute la kit. Stranger Things, c'est que c'est des monstres. Fait que c'est sûr que ça a une ambiance un peu plus horreur, mais je te dirais ça va plus vers la science-fiction. Puis dans le fond, là, je vais faire un pont vers mon gros bloc que je vais te parler. Parce que c'est science-fiction aussi, horreur aussi, puis des monstres aussi. Fait que je te parle d'un bloc sur Predator. Toi, t'as jamais écouté, hein, le premier Predator? J'ai aucune idée c'est quoi Predator. Je sais que c'est une bébite. T'as jamais qui... vu la face d'un Predator? Non, j'ai vu l'affiche de Alien vs Predator, je pense, mais à part ça, non. Ouais, non, mais c'est. Je peux aller voir. Tu iras voir la face du Predator sans son casque. Là. Il y a vraiment une face de tête. Puis c'est vraiment bon. Moi, le premier Predator il est sorti en 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Que je le vois là. Ouais. Tu vois? On dirait un orc dans Seigneur des Anneaux un peu. Là. Oui, un peu. Oui. Mais tu vois, il y a la fameuse phrase de. Tu sais, c'est une réplique typique là, de Arnold Schwarzenegger dans le premier Predators. À quand le Predator se découvre le visage, il enlève son casque. Puis là, t'as Arnold qui dit. La version française, ben en anglais, c'est. Je me rappelle pas en anglais qu'est-ce qu'il dit, mais en français, la traduction, c'est. T'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur, tu sais. En voulant dire, t'es une estique de merde. Mais en français, je pense qu'il dit You dirty motherfucker, quelque chose comme ça, là, avec son langage un peu allemand, tu sais. Fait que c'est vraiment bon.
Mais tu sais, le premier film, moi, depuis que je suis tout jeune, que je l'écoute en VHS, puis j'ai grandi avec ce film-là. Aussi, je suis un grand fan des films de Arnold Schwarzenegger. Là. Mais Le Prédateur, je trouve que c'était tellement un bon film. Puis, tu sais, c'est pas un film à analyse. T'as rien à comprendre dans le film. C'est un groupe d'intervention, un groupe d'unités de soldats spécialistes si tu veux, ça ressemble un peu à des mercenaires, là, ce qu'ils font, là, mais ils travaillent vraiment pour le gouvernement américain. Puis là, ils s'en vont au Guatemala travailler avec la CIA. Puis le gars de la CIA, c'est un bon ami au personnage de Arnold Schwarzenegger. Puis c'est celui qui fait Apollo Creed là, dans Rocky. Fait que, c'est des grosses vedettes de l'époque, là, ensemble. Puis là, ils se rendent au Guatemala pour aller contrer un ennemi là, qui est là, puis sauver des gens qui se sont fait. C'est des gens de la CIA là, qui se sont fait kidnapper par eux. Fait que là, ils arrivent là, puis tu sais, je te dirais, le film, il dure 1h47, le premier. Là. Puis je te dirais, les 40 premières minutes, c'est vraiment juste le groupe d'unités qui descend là, puis qui s'en vont bombarder tout le monde, puis là, tout le monde se tire. Puis, c'est vraiment un film d'action, là, dans la jungle. Puis, mais tu sais, c'est vraiment bien tourné, là, je trouve, pour l'époque. Puis, c'est le même réalisateur que Die Hard, là, le John premier Die Hard. McTiernan. Ouais. Il a aussi fait le troisième Die Hard. Là. Mais tu sais, c'est les plus gros films qu'on connaît de lui, là, me semble. Puis, tu C'était quoi sens donc vraiment la tension. Oui. le film qu'il a fait à la place de Die Hard 2? C'était-tu quelqu'un? C'était quoi donc? Ouais, c'était un autre. On en a parlé, il me semble, quand t'avais Ouais. écrit. Bonne question. J'ai un blanc. Vas-y, continue, je vais aller voir. OK. Ben, c'est ça. Ce que je disais, c'est que les plans dans la jungle, c'est tourné vraiment années 80. Là. C'est pas des bonnes caméras, mais tu sens vraiment la tension. C'est calme, c'est silencieux. C'est un groupe d'unités qui sont habitués de se camoufler dans la jungle. C'est vraiment des chasseurs. Là, fait que là, ils se battent, toute l'équipe, puis là, ils remportent le combat. Puis ils trouvent une fille comme qui elle aussi était attachée. Là. C'est une fille de la région. Fait qu'elle parle pas leur langue, toute l'équipe. Mais là, dès qu'ils ont fini de combattre, tu sens une présence, puis là, tu vois pour la première fois le prédateur, mais tu le vois pas en vrai parce qu'il se camoufle. Là. Le prédateur, il a comme un. Il y a une espèce de champ de force là, sur son costume qui peut se camoufler, faire apparaître l'image de derrière devant lui, fait qu'il est invisible, si tu veux. Mais là, dès qu'ils ont fini le combat, là, ils voient que les autres, c'est des chasseurs aguerris, fait que lui, il veut se battre. Le prédateur, c'est un alien qui aime ça, se battre au plus fort que lui, puis prouver que lui, c'est le meilleur prédateur, puis il remporte des trophées. Le classique du prédateur, c'est qu'il te pogne la colonne vertébrale, puis il t'arrache complètement la colonne avec le crâne là, qui est comme attaché après, puis là, il lave ça avec son espèce de vapeur refroidissant. C'est comme des trophées qu'il remporte. Fait que, il y a beaucoup d'histoires autour du prédateur, parce qu'ils ont même fait des BD avec les Alien aussi. Alien vs Predator, c'était un BD là, au début. Puis là, ils ont fait des films. Les films sont vraiment mauvais, là, c'est pas bon. Mais ça t'explique un peu. Le premier film d'Alien vs Predator, ça t'explique un peu l'origine des. Pas juste des aliens, mais aussi des prédateurs. Puis un peu pourquoi ils sont dans le même monde, dans le même berceau. Là, les prédateurs, ils viendraient pas de la Terre, mais du même monde que les aliens. Puis là, comme ils ont dû passer avec les Égyptiens. Fait que là, dans le premier film d'Alien vs Predator, ils sont comme sous des pyramides là, dans l'Antarctique ou je sais pas quoi. Les aliens, c'est bien aliens, genre les xénomorphes, là. C'est ça. Ah oui, Ça, les okay. xénomorphes de Ridley Scott. Là, mais d'où ça vient, ça? C'est-tu à la base, ça se pourrait être ça, ou c'est juste qu'ils ont profité de Alien pour faire ça, ou je comprends pas? Non, je pense qu'ils ont. C'est avec le temps. Je me suis pas renseigné vraiment, là, mais c'est avec le temps. Je pense qu'ils ont. Parce que, Alien, sorti en fin des années 70, 79, me semble. Ouais. Puis Predator, 87. Fait que je pense que c'est avec le temps. Ils ont vu que les deux espèces
Ben, ils se ressemblent pas pantoute, mais les deux espèces, c'est des extraterrestres qui ont décidé de faire une BD un moment donné avec Alien contre les prédateurs. Puis là, les deux, ils ont comme commencé à avoir des histoires entremêlées. Puis, dans le fond, c'est un peu... c'est le fun parce que les aliens, c'est un peu plus féminin comme extraterrestre. Là. C'est aussi le film, c'est Sigourney Weaver qui est comme la seule survivante à la fin. Fait que c'est comme la femme contre les aliens. Tandis que Predator, c'est vraiment... c'est plus typiquement masculin, le prédateur, puis comme il chasse l'homme, Arnold Schwarzenegger. Fait que comme les deux, ils ont comme une espèce de... Puis dans Alien vs Predator 2, qui est vraiment pas bon là, comme film, mais à la fin, t'as comme un amalgame des deux. Fait que c'est comme c'est comme un ancêtre là, qui étaient les deux ensemble. En tout cas, c'est bizarre, là, mais c'est le fun de faire des histoires comme ça, moi, je trouve. Là. Il n'y en a pas assez. Mais bref. Les deux films, à part, sont excellents. Fait que je sais pas pourquoi ça a donné un film vraiment nul, là, les deux ensemble, mais c'est ça. C'est pas le W.S. Anderson, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Okay, ouais. C'est lui qui avait fait Resident Evil, puis Mortal Kombat, le premier. Mais c'est le fun à regarder quand même. C'est plaisant. C'est un groupe de personnes qui meurent. Dans le fond, Predator, moi, j'adore ça parce que c'est typiquement un slasher, mais un slasher sci-fi. C'est la même chose que Alien. C'est un groupe de gens qui vont finir par tous mourir un après l'autre, puis de façon des fois ridicule, mais des fois le fun aussi. Puis le premier Predator, ben, c'est exactement ça. Le groupe d'unités d'élite, ils se font comme... Il y en a tout de suite un qui se fait comme kidnapper, si tu veux, par le prédateur. Il se fait tuer, là, direct. Puis là, la gang commence à penser que là, c'est des indigènes de cette place-là, mais finalement, ben, là, ils se rendent compte que c'est une bête féroce, là, que c'est un alien. Fait que, à la fin, ben, t'as Arnold qui décide de l'affronter seul à seul parce que c'est le seul survivant. Avec la fille aussi, là, la fille, elle n'a pas d'arme. Puis Arnold, il a comme senti aussi, vu que c'est comme un prédateur lui aussi, ben, il sait qu'il va s'attaquer à elle si elle a une arme. T'sais. Mais si elle n'a pas d'arme, il ne s'attaque pas à elle. T'sais. Mais la fin, c'est comme typiquement une fin des années 80. Là, c'est vraiment masculin là, comme combat. Là. C'est Arnold qui construit des pièges partout. C'est un peu comme un Home Alone, si tu veux. Là. Parce qu'il construit des pièges dans la jungle, puis là, il attend que le prédateur arrive. Parce que le prédateur, il voit, avec son casque, il voit à l'infrarouge. Fait que là, à un moment donné, c'est par hasard, Arnold, il se retrouve dans la boîte, puis là, il est comme caché, puis là, il se rend compte qu'il peut passer inaperçu s'il est comme camouflé, lui aussi, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est excellent, le premier film, tu écouteras ça, c'est écœurant. Ah, d'ailleurs, j'ai regardé le film qu'il a fait à la place de Die Hard 2, c'est The Hunt for Red October. C'est ça. Ah oui, ok. Le premier de Jack Ryan. Ouais. Ouais, c'était bon, mais c'est moins bon que la série Die Hard, je trouve. Il aurait dû faire Die Hard 2. En tout cas. Ça, pour revenir à Predator, moi, le premier, ça reste le meilleur Predator, puis c'est le classique, l'original. Le deuxième, ils ont essayé d'aller ailleurs un peu. Ça se retrouve dans la ville de Los Angeles. C'est quelle année, le deuxième? Fait, 90. OK. C'est avec... j'ai oublié son nom. Danny Glover. Ouais. Puis, ça s'est fait en 90, mais le film se passe en 97. Fait que là, c'est comme un peu futuriste. Là. C'est bizarre un peu comment ça a été fait. Là. C'est comme un Los Angeles futuriste où ce que les Jamaïcains ils ont comme pris le pouvoir, puis là, ils ont des machettes, puis ils tuent tout le monde. En tout cas, il est peint un peu comme le prédateur fait. T'sais, le prédateur, il enlève la peau des gens, puis comme il les laisse pendus, là, comme pour montrer aussi leur trophée de cette façon-là. Mais là, c'est ça, c'est fait un peu plus urbain, le deuxième, ça se passe dans la ville, puis t'as pas vraiment de groupe qui se font poursuivre par le prédateur, mais t'as la gang de police. Danny Glover, c'est un flic. Puis eux autres, ils combattent les Jamaïcains. Puis là, un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a des prédateurs. Fait que là, ils se font comme avoir un après l'autre. Là. Puis t'as Bill Paxton dedans, que lui, il joue dans tout ce qui est sci-fi. Là. Il jouait dans Aliens.
il jouait dans tout plein d'affaires. C'est le fun, parce que c'est un acteur que, il est mort aujourd'hui, là, mais c'est un acteur qu'on retrouve dans tout ce qui est typiquement années 90, puis Es-tu dans Twister? C'est lui qui est dans Twister, hein? Oui, Ok, c'est lui. ouais. Mais il joue tout le temps comme dans Aliens, il joue le même rôle un peu qu'il joue dans Predator 2. Là, c'est un gars, c'est comme le rigolo de la place là, qui fait des blagues, puis finalement il va finir par mourir. T'sais. Bref. Le deuxième, il est bon, mais c'est pas Arnold, c'est pas la jungle, c'est pas typiquement Predator 1. Mais ils ont fait de quoi différent, c'est que c'était le fun. T'sais. Là, après ça, ça a été vraiment. Puis, ça n'a pas vraiment pogné là, au box-office. Là, fait qu'ils n'ont pas fait de 3. Puis, ça n'a pas été. Ça a été oublié un peu jusqu'en 2010, quand Robert Rodriguez a fait un espèce de remake, reboot, prequel. On ne sait pas trop c'est quoi. Mais pas prequel, mais sequel. Mais c'est un gang de. Il y a des forces armées, il y a des prisonniers, il y a des gens nowhere qui tombent sur une nouvelle planète. Puis là, c'est comme des proies, si tu veux, qui deviennent pour les prédateurs. Puis là, tu as comme 3 prédateurs qui les chassent. Mais c'est comme une nouvelle planète. Mais ça a beaucoup d'inside au premier film avec Arnold. Puis à un moment donné, ben là, il jase aussi à un moment donné, en 87, au Guatemala, il y a un agent des forces armées a combattu une espèce d'extraterrestre qui ressemblait à ça. Fait que c'est comme un inside pour dire que le premier film existe dans cette franchise-là aussi. Mais ça n'a pas marché. Ce film-là, c'est pas très bon. Là. À la fin, c'est un peu un copier-coller de ce que Arnold a fait, mais avec Adrian Brody, là, qui a vraiment pas la chaîne d'Arnold. Fait que c'est moins entertaining, là, je trouve. Là. C'est pas. C'est mal joué aussi. Là. Ah, méchant casting, clash de casting. Hein. C'est pas la même chose Oui, pantoute, là. oui, non, c'est ça. C'est vraiment. C'est des bons acteurs qu'aujourd'hui, il y a Mahershala Ali qui joue dedans, qu'aujourd'hui, c'est un grand acteur, mais c'était un de ses premiers grands rôles qu'on l'a vu pour en 2010. Puis tu as Danny Trejo aussi, qui est dans tout ce que Robert Rodriguez fait. Ah, mais j'étais sûr que c'était Rodriguez qui réalisait, mais c'est Nimrod Antal qui a réalisé. Ah ouais, il a juste produit Robert Rodriguez? Il a produit puis il a scénarisé. Ah, ok, c'est ça, c'est le scénario, ok. Ben, je trouvais aussi qu'il manquait un peu d'effet à la Rodriguez. Ça aurait été intéressant de voir quand même un film de Robert Rodriguez pour le Prédateur, là, mais Oui, vraiment. c'est ça. Mais tu sais, le concept restait quand même le même que le premier film, puis j'ai quand même aimé ça. C'est un groupe de personnes, d'individus qui se font comme chasser. C'est juste le fun. Dans le fond, quand tu regardes un Prédateur, c'est ça que tu veux voir. C'est des meurtres sanguinaires, puis c'est comme des forces extraterrestres là, qui combattent des humains. C'est ça qui est le fun dans un film de Prédateur. Puis j'étais vraiment excité de voir l'espèce de remake de Shane Black en 2018 qui s'appelle Predator. Puis Shane Black, dans le fond, il a fait d'autres films. Là. Je t'ai parlé récemment de Nice Guy. C'est lui qui réalisait. Il a réalisé Iron Man 3. Scénario de Lethal Weapon aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est un bon... c'est un bon réalisateur. Il a son style. C'est comique, il y a des blagues, toute la kit. C'est souvent de l'humour noir. C'est comme quand je te parlais de Nice Guy. C'est typiquement l'humour à Shane Black. Mais ce qui est le fun avec le fait qu'il a réalisé un Prédateur, c'est que lui, c'est le premier soldat à mourir dans le premier, l'original. Il jouait, au début, il était comme acteur. Là. C'est le premier à crever dans le premier film. Fait qu'on le voit pas longtemps, mais c'est le fun parce que tu sentais que ça allait vraiment plus rejoindre l'original, puis vraiment avoir des insights qui est le fun, puis tout le kit. Mais finalement, ça tombe à plat parce qu'ils ont vraiment. On le sait pas non plus. Peut-être que c'est pas lui non plus qui a fait le scénario, puis au complet décidé qu'est-ce qui allait se passer. Là, mais je trouve qu'ils ont raté l'opportunité là, de vraiment venir rejoindre l'original. Parce que la gang d'acteurs était bon aussi. Tu as Olivia Moon qui fait le rôle féminin du film. Tu Boyd Holbrook qui était très bon dans Narcos, là, une série Netflix. Jacob Tremblay. Oui, c'est ça. Jacob Tremblay. Lui, il joue comme le fils de Boyd Holbrook dans le film.
Puis c'est comme un fils, il a le syndrome de l'autisme, puis il trouve comme le casque du prédateur, puis là, c'est comme s'il comprenait le langage. Fait que c'était un peu bizarre, là. Ça vient rejoindre un peu plus les films familiaux, mais en même temps, ils font plein de blagues de cul, puis il y a plein de scènes sanguinaires. Fait que c'est pas un film pour enfants, mais quand il y a un enfant, automatiquement, je trouve que ça rend le film plus familial, puis c'est moins intéressant, je trouve. Un peu à la Jurassic Park, là. Un peu, ouais, c'est ça, tu sais. Il y a des scènes d'horreur, mais c'est des enfants, fait que les jeunes vont aimer ça. Mais tu sais, c'est un film qui est le fun à regarder, mais en même temps, à la fin, c'est vraiment long. Ça devient long, c'est pas intéressant vraiment. Là. 33% sur Rotten Tomatoes. Ouais, c'est vraiment pas le meilleur. Mais j'ai quand même préféré à celui qui a été fait en 2010. Là. Mais je trouve aussi que les effets spéciaux étaient moyens. Là, ils ont essayé d'autres choses quand même, parce que là, ils parlent d'un prédateur qui est comme évolué. C'est un gros prédateur qui est musclé, là, il bat l'autre prédateur en tout cas. Quand même quelque chose de différent, mais au final, ben, ça reste un film qui est plate. Fait que j'ai hâte qu'il fasse un bon prédateur, tu sais. Là, j'ai regardé dans le fond, pourquoi je parle d'un bloc prédateur en ce moment, Benz? Tu dois t'en douter, c'est que j'ai regardé le nouveau prédateur sur Disney+, qui est sorti le 5 août, je pense, au début du mois d'août, puis qui se nomme Prey. Donc, complètement le contraste de Predator, qui est proie. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça, je ne le sais pas. C'est peut-être pour se défendre en disant « Ah, ben, oui, il y a un prédateur dedans, mais arrêtez de chialer que c'est pas un film de prédateur parce qu'on l'a appelé Prey. » Parce qu'au final, c'est pas un film de prédateur. C'est vraiment différent. C'est complètement autre chose. Oui, tu as un prédateur dedans, mais c'est à peine si on reconnaît le prédateur, tu sais. J'ai été terriblement déçu par le film. Pourtant, je lisais beaucoup de bons commentaires, puis ça disait que c'était vraiment le meilleur de la série. Puis même, je pense, sur, je ne sais pas si ça a changé, là, le pourcentage de critiques sur Fresh Rotten Tomatoes. Là. Je vais aller voir. Mais je pense qu'il était mieux coté que l'original. Puis ça, pour moi, c'est vraiment pas bon comme critique. Là. C'est complètement ridicule. Là. Il y a 93 sur Rotten Tomatoes. C'est ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Puis de premier. Je pense qu'il était dans les 80. Mais bref, Fresh Rotten Tomatoes, c'est pas non plus la critique du siècle. Là, 80. Non, c'est ça, puis ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est juste le nombre de critiques positives en pourcentage. C'est ça. Mais les gens ont quand même l'air de l'avoir vraiment apprécié. C'est une bonne chose. Si les gens ont aimé ça, moi, j'ai rien contre les gens qui ont aimé ça. T'sais. Mais faut pas que j'y croise dans la rue. Non, mais en tant que fan de Predator, tu peux pas aimer ce film-là puis dire que c'est un Predator puis c'est le meilleur des Predators parce que c'est totalement pas un film de Predator. Dans le fond, le concept de l'histoire, ça se passe au 18e siècle, au début des années 1700. Là. Tu suis une jeune fille qui est une jeune femme. Là. On ne sait pas à quel âge elle a, mais elle a l'air plus jeune que, mettons, vingtaine. Là. Puis c'est une jeune fille qui est native, nomade, dans les plaines. Ça a été tourné, je pense, en Alberta. Fait que tu as quand même des très beaux paysages là, dans la forêt, tout le kit. Puis là, elle a un chien, puis la fille... moi, dans le fond, quand on voyait l'annonce, je trouvais ça intéressant comme approche, mais j'avais toujours un doute, parce que je me disais, aïe, ça va être bizarre, puis j'espère qu'ils vont pas nous amener plein d'idées féministes, puis comme... C'est bien trop cliché. Le rendu aujourd'hui, là, pour vrai, c'est... Tous les films où tu as les films d'action ou de science-fiction, peu importe, où tu as une fille comme protagoniste là, principale, c'est toujours la même histoire qui nous sort, surtout avec Disney. Puis le film, je te dirais là, que c'est la même chose que le Mulan en live action qu'ils ont fait. C'est pas la même affaire, là, mais la fille, elle se fait dire par toute la tribu que c'est une fille, elle doit faire la cuisine, elle doit faire la nourriture, puis pas la nourriture, mais le jardin, d'aller chasser pas chasser, mais chercher des baies dans les jardins, tout le kit. Puis là, elle, ce qu'elle veut, c'est chasser. Puis là, son père, il est mort récemment. Puis là, son frère, il dit « Ah, tu seras jamais meilleur que moi à la chasse. » Puis elle lance tout le temps
des haches dans les arbres, puis là, elle essaie de chasser des lapins, puis elle essaie de se prouver, tu sais. Mais le film dure comme 1h40, puis t'as, sans joke, là, 1 heure du film où est-ce que tu fais juste suivre cette fille-là à lancer des haches, puis à se pratiquer à chasser, puis elle pogne jamais le lapin, là, tu sais. Puis, t'as quelques scènes là, entre ces scènes-là où est-ce que tu vois un prédateur qui descend sur Terre, puis que là, lui, il est invisible, mais il chasse, mettons, des gros animaux qui l'attaquent, là, mettons, des loups, des ours, t'sais. Puis, c'est le fun à voir, mais c'est long, là. C'est vraiment long comme film. Puis, les paysages sont beaux, tout est beau, c'est le fun d'avoir lancé des haches, mais c'est qu'il se passe rien, tu sais. Puis là, elle suit le groupe de son frère qui chasse, là, les jeunes de la tribu qui s'en vont chasser. Puis là, finalement, là, elle commence à se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui tue les animaux vraiment bizarres, en enlevant la peau, puis comme en les laissant là. Puis, elle sent qu'il y a quelque chose dans le coin qui est beaucoup plus gros qu'un ours. Fait que là, elle commence à s'inquiéter. Puis au final, ben là, ils vont s'attaquer aux prédateurs. Le prédateur va les affronter aussi parce qu'il va voir que, OK, il y a une race comme moi qui chasse, fait que je vais les chasser. Là, au final, ils vont s'affronter. Puis là, il y a aussi un groupe de colons là, qui sont là. Puis c'est comme des Français. Là. En anglais, c'est bizarre là, parce qu'ils parlent pas vraiment français, bien français. Là. En tout cas, c'est bizarre. Mais c'est comme des Canadiens français là, qui sont là. Puis eux autres, ben là, ils vont comme. Eux autres, ils vont emprisonner les natifs. Là. Ils vont l'emprisonner, elle et son frère. Puis là, ils vont pas se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Puis le prédateur, finalement, il va tous les tuer. Mais bref, tu sais, c'est un film qui est. J'ai trouvé ça vraiment long. Je me suis quasiment endormi dessus. Là. Mais j'ai réécouté la fin pour être sûr d'avoir vu vraiment ce que j'ai vu. Mais le combat final, il est vraiment. Il est bon, il est bien tourné. Mais c'est vraiment plate à la fin parce que c'est pas une bonne fin. C'est pas un bon combat final. Dans le fond, c'est la fille qui va finalement affronter le prédateur. Un peu comme Arnold avait fait dans le premier film, l'original. Puis je m'attendais vraiment, dans le fond, il y avait tous les éléments pour aller rechercher beaucoup plus l'aspect de sauvage. L'aspect plus la chasse avec des pièges, puis avec. Elle, c'est une native, là, elle est nomade, puis elle doit connaître ça, les pièges, tout. Là. Mais elle en fait 2, 3, là, mais c'est vraiment rien là, ce qu'elle fait. Puis finalement, ben, elle se fait aider aussi par ce qu'elle a vécu au début du film. Là. Je ne veux pas trop spoiler, mais il y a des affaires qui l'aident aussi là, avec le prédateur. Mais je trouve ça. Je trouvais que c'était vraiment mal écrit là, le scénario parce que le prédateur, en plus, il est vraiment plus faible que dans les autres films. C'est un prédateur, ça fait 2000 ans de tout ça. Fait c'est comme si les prédateurs aussi, il y avait une race comme du passé. Là. Fait que lui, il a comme pas son armure habituelle. Il a pas ses armes, super science-fiction pis toute l'équipe. Comme, admettons, d'habitude, le prédateur, il a une espèce de laser à plasma, là, un canon à plasma. Puis il peut comme te tirer dans le corps puis tu meurs. Là. Mais ça te désintègre au bout. Là. Mais, comme là, il y a comme un visou, le cliché du prédateur, c'est le visou là, en triangle. Là. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Là. Tu le vois dans l'annonce, là, je pense. Tu as comme 3 points, puis là, c'est comme un triangle. Puis là, ça veut dire que tu es visé par le prédateur. Mais là, dans celui-là, il l'a, mais sur son casque. Mais c'est une flèche qui suit comme ce laser-là. C'est même pas un rayon, un canon à plasma. Là. Fait que je trouvais ça ridicule. Puis à la fin, là, je vais pas. Je vais spoiler, mais je veux dire, on s'en doute, là, le prédateur il va finir par mourir. Mais c'est même pas elle qui le tue. Là, il se tue lui-même, puis c'est vraiment cave. On a vraiment représenté un prédateur qui est stupide, puis qui est vraiment pas avancé technologiquement. C'est vraiment cave, là, je trouve. C'est ridicule. C'est pas un film de prédateur, fuck. C'est juste ça que j'avais à dire. Pourquoi ça n'a pas joué au cinéma? Pardon? Pourquoi c'était pas au cinéma? Ben, pour vrai, je me suis posé la question. Parce que là, à la fin, en plus, j'imagine qu'il prévoit faire des suites ou je sais pas quoi de ce film-là. Mais, tu sais, en même temps, je te dis, là, c'est vraiment long comme film. Là. J'aurais pas aimé ça, voir ce film-là au cinéma.
Puis le budget, j'imagine, était plus petit que les autres films. Fait que ils ont décidé de sortir ça sur Hulu, là, mais c'est vraiment un film. C'est tourné quand même comme un film streaming. Là, je te mentirais pas. Là. Ça ressemblait à une série Marvel là, que Disney fait sur Disney+. Là, okay. C'était pas à la hauteur d'un film de Predator au cinéma. Mais je me sentais un peu. En regardant ce film-là, je trouvais que ça fitait pas. Ça fit pas, on dirait, un prédateur dans cet environnement-là. Je comprends pas pourquoi ils ont décidé de faire un film là-dessus. Là. Parce que, ça ressemble un peu à Cowboy et Alien. Là, les aliens, ça ne fit pas avec les cowboys. Là, c'est juste ça. Mais j'aurais aimé ça aussi, voir plus d'origine aux prédateurs. Ça aurait été le fun. Là, il y avait l'occasion aussi là, de nous faire une origine là, plus des prédateurs. Mais les prédateurs, on le sait aussi avec Alien vs Predator que ça date du monde d'Égyptiens, puis tout le kit, là, la Mésopotamie, puis tout ce qui est dans cette ère-là. Ça aurait été le fun, peut-être de voir justement l'origine des prédateurs à cette époque-là, beaucoup plus loin là, que 1700, là, mais on verra pour la suite. Puisqu'à la fin, il y a comme un inside aussi au deuxième film là, des prédateurs. Là. En tout cas, ceux qui connaissent les films, ils vont voir le lien. Mais c'est un lien qui veut rien dire. Dans le fond, ça ne fit même pas avec ce qu'on voit dans le Predator 2, mais c'est un objet là, qu'on voit dans le Predator 2, puis là, on le revoit dans celui-là, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Okay. Mais bref, j'ai quand même aimé les petits insides au premier Predator. Tu vois, mettons, quand le Predator tue un loup, ben là, tu le vois avec son crâne du loup, puis il lave comme il lave le crâne dans le premier Predator. Fait que c'est des bons insides. Mais même encore là, je trouve que c'est décevant qu'il ait changé complètement son armure et son physique. C'est vraiment bizarre. Là. Il y a une tête de cul encore, mais il n'y a pas une tête aussi de cul que le premier. En tout cas, j'aurais mis ça de revoir une tête de cul comme dans le premier, mais regarde. Mais bref, terriblement déçu. Parce qu'à la fin, je te disais, ça me faisait penser à Mulan, là, parce qu'à la fin, dans le fond, la fille... c'est féministe au bout, puis c'est comme... c'est forcé au bout, là, puis c'est ridicule. Moi, je trouvais ça intéressant de voir, justement, une fille combattre le prédateur, parce que on n'a pas vu ça, dans tous les autres films. Il y a tout le temps un personnage féminin qui aide, le protagoniste, mais elle se bat jamais contre, vis-à-vis le prédateur. Fait que, ça, je trouvais ça intéressant, mais j'espérais, mettons, surtout qu'à cette époque-là, selon l'histoire qu'on nous a enseignée, qu'on nous a inculquée, c'est que les femmes n'allaient pas à la chasse. Fait c'est intéressant quand même de voir que cette fille-là, bon, elle voulait aller à la chasse, parce que sûrement, c'est sûr qu'il y a des filles de l'époque qui voulaient là, aller à la chasse, puis comme aujourd'hui, il y a des filles qui font de la soudure, puis ou je sais pas quoi, ils s'en vont à l'armée. Mais j'espérais qu'on voit, mettons, que c'est normal, dans le sens que la fille, elle va chasser, puis elle se fout de ce que les gens disent, puis on parle pas, on barre pas sur le fait que je suis une fille et je peux faire tout ce que je veux, je suis égaux à tout le monde. C'est cliché, ça. C'est passé le temps, là. Tu comprends? Oh ouais. Ça m'a fâché, surtout à la fin, c'est comme forcé. Elle devient, vu qu'elle gagne, elle devient comme la reine de toute sa tribu. Puis, c'est niaiseux, là. Voyons donc. Bref. Sur ce, je le conseille à personne. Si vous voulez voir, ben, pour vrai, si vous voulez voir un bon film de Prédateur, regardez l'original, stick. 1987, The Predator. Arnold Schwarzenegger. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Il n'y a jamais rien de mieux que l'original dans tout ce qui existe. Non. Mais en plus, il pourrait faire un bon film là, aujourd'hui de Prédateur. Là. Ils ont tous des éléments pour, tu tu regardes, parce que c'est surtout aussi, là, ce qui me fâchait, c'est qu'on se concentre sur elle, Il aurait pu monter, admettons, une équipe, elle fait partie, admettons, d'une équipe de chasseurs, admettons, de son frère, puis toute l'autre gang. Puis là, ils se rendent compte que, OK, il y a quelque chose de plus gros qu'un ours, on va aller le chasser en gang. Puis que là, ça serait un inside aussi au premier film, puis de tous les prédateurs qui existent. C'est une gang de personnes
qui vont se faire chasser, puis ils vont se faire tuer un après l'autre. Puis à la fin, elle veut vraiment se venger de lui, puis toute la kit. Mais comme là, on fixe vraiment juste sur elle. On voit son frère, puis l'autre gang de chasseurs. Tout le monde finit par mourir, mais c'est comme c'est mal fait, je trouve, comme film. Là. C'est comme trop dramatique pour rien. Là, bref. Dommage. C'est très dommage. Mais aujourd'hui, on pourrait. Parce que tout ce que tu regardes de Alien aussi, là, Ridley Scott avec son Prometheus puis son Alien Covenant, ça venait rechercher tous les éléments des premiers films. Là, fait que, ça reste dans le même ton, puis c'est ça qu'on veut d'un Alien. T'sais. Oui, puis c'est Ridley Scott aussi qui sait ce qu'il fait, c'est son projet à lui. Fait que... Ben oui, c'est ça. Mais comme là, le Predator, c'est. Prey, mettons, il aurait pu reprendre toutes ce qu'on veut voir du Prédateur, mais là, il essaye tout le temps de faire différent. Puis en tout cas, j'ai hâte de voir les prochains films de Alien, qu'est-ce que Disney va faire. T'sais. C'est drôle parce que je vais rebondir sur Alien tantôt aussi, fait que c'est drôle d'épisode concept encore. Sans qu'on j'adore s'en parle. Tout ce qui est concept, j'adore. Ouais. Ok, t'as-tu fait le tour là-dessus? Je peux passer à autre chose? Oui, j'ai fini mon bloc, stick. Parfait. Je peux sauter dessus sur un film féministe aussi, mais qui est franchement incroyable. Mais à une époque qui est vraiment intéressante aussi. C'est ça le film, je te disais, qu'on a vu au cégep en partie. Daisies de Vera Chetilova, je pense. Un peu. Je connais pas. Je vais aller te chercher le vrai nom, Vera Chetilova. C'est ça. C'est un film tchécoslovaque de 1966. Tu sais, c'était le film au cégep où c'était des filles qui étaient comme dans un buffet puis qui cassaient tout puis qui se lançaient de la bouffe. Là. C'est ça. OK. J'ai regardé ça. Il est là sur YouTube au complet. Ça dure 1h15. Ah, c'est correct. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est un film qui est... Dans le contexte social, c'est intéressant. Puis le film, c'est une expérience à vivre aussi parce que je te dirais pas que c'est un film expérimental, mais on n'est pas loin, tu sais, parce qu'il n'y a pas vraiment de trame narrative. C'est vraiment des filles qui sont ils sont mis dans des contextes où, mettons, ils cruisent des gars, puis ils veulent comme mettre à terre le patriarcat, puis ils veulent juste comme défaire la bourgeoisie, puis vivre leur vie comme ils veulent, puis juste s'en foutre, là, puis ils font rien, ils font juste du grabuge, ils pètent des affaires. C'est juste du niaisage un peu tout le long. Mais tu sais, à cette époque-là, c'est le printemps de Prague qui arrivait. Ça, c'était en 66. Tu sais, l'autre jour, on parlait de 66 aussi avec Persona puis avec Blow Up. Fait que tu vois que dans l'ère cinématographique, il y a quelque chose qui se passe aussi. Ben, l'ère des hippies aussi qui arrive, tu sais. Ben, il y a ça, mais justement, à Prague, en 68, il a placé le printemps de Prague. Puis dans le fond, c'est les Tchécoslovaques qui ont essayé de se doter comme d'une république libérale, je pense qu'ils ont appelé. Ouais. Se défaire un peu du mouvement soviétique puis de l'URSS. Ça a comme marché à travers l'art, t'avais comme toute une effervescence qu'on voyait, puis ça a commencé peut-être avec ce film-là ou dans ces années-là, puis ça s'est poursuivi après ça. Qui a donné justement le grand Miloš Forman aussi, qui nous a fait Amadeus puis Cuckoo's Nest. Oui! Puis après cette genre émancipation tchécoslovaque-là, les Russes ont vu ça, puis en fait, hey, ça marche pas. Fait qu'ils ont comme fait une invasion du pays pour réprimer la genre de libération, puis comme le bonheur de vivre qu'ils vivaient. Puis justement, de là, ben, Miloš Forman a dû s'exiler aux États-Unis parce que ben, les Russes ont dit hey, toi, t'es un malade, tu fous la merde ici avec ton art. Fait que genre, soit tu t'en vas ou on te tue, ou je sais pas trop, mais il a dû s'exiler. T'sais. Puis de là vient ce film-là, dans le contexte social, et tu vois toute comme la dégénérescence que tu ressens peut-être de la société qui émane puis qui va arriver avec le printemps de Prague. Là, puis c'est vraiment intéressant dans ce contexte-là de regarder ce film-là. C'est clair, C'est ça. C'est carrément, mais tu sais, ce genre de film-là, c'est bien amené, c'est bien scénarisé, c'est beau aussi à voir, tu sais. C'est des films qui ont des propos qui sont intéressants. Tu sais, on parle le cinéma, c'est le reflet de la société. Je pense que ce film-là, ça va être un bon exemple aussi. Ben oui. Mais tu sais, la société dans laquelle tu disais c'est un film féministe, puis oui, puis ça a des raisons de l'être, puis dans le contexte social, justement, tu sais, comme aujourd'hui, on dirait ils vont faire justement des films avec le contexte social féministe, mais de n'importe quoi, puis de n'importe où, puis n'importe comment. J'imagine que aujourd'hui, c'est fait dans une mode parce que c'est comme mainstream, c'est populaire. Tandis qu'à l'époque, c'était nécessaire, je pense, dans ce film-là. C'est ça. Mais tu sais, comme pourquoi est-ce que
aujourd'hui, on a le besoin de mettre ça dans tous les genres de films, tu sais. Moi, c'est ça ma question, tu sais. Ils pourraient faire des très bons films du même genre, tu sais, qui ils vont vraiment comme aller chercher l'espèce de contexte social puis de la réalité dans laquelle on vit, tu sais. Mais il y en a aussi, il y en a des bons films qui arrivent à faire ça là, de cette façon-là. Mais moi, ça, on dirait que ça ne vient pas me rechercher, mettons, qu'ils parlent de ça dans n'importe quel genre de film, la science-fiction et toute l'équipe. Je pense que c'est juste la manière que c'est apporté. Là. Mais je pense que j'ai oublié de dire le titre du film, c'est Daisies de Vera Chettilova. Oh, ben, tu l'as dit au début, mais merci de le préciser. Je pensais que j'avais oublié. Ben, sur YouTube, ça se trouve. Ça se trouve. Mais tu sais aussi, tu regardes, mettons. Il y a beaucoup de films sur YouTube. Le film de Ridley Scott, le Thelma and Louise. Oui. C'est héritier de ce film-là, assurément. Là. C'est des thèmes qui se ressemblent, des personnages qui sont dans la dégénérescence aussi, dans leur manière de vivre. Je suis sûr que c'est inspiré de ça d'une certaine façon aussi. Ben, j'imagine. C'est ça. Fait que c'est un film qui est intéressant. Puis je pense que. Regardez ça, c'est gratuit sur YouTube. Là. Checkez ça. Quand c'est gratuit, on aime ça. Surtout, il faut s'éduquer. Dans la cinématographie, il faut s'éduquer. C'est important. Un film que vous n'avez vraiment pas besoin de regarder pour s'éduquer dans la cinématographie. Une autre déception cette semaine, Ben. Ouais. Surtout avec Disney Plus là, en ce moment. Lightyear. Ah oui. Astique de déception totale. J'ai attendu pour voir ce film-là. J'ai failli aller le voir au cinéma à un moment donné. Quand il est sorti, là, tu me disais fin juin, hein? C'est ça, j'ai comme un blanc quand c'est sorti au cinéma. Là. Mais finalement, je m'étais résigné, je m'étais dit, non, je vais attendre qu'il soit sur Disney+. Parce que j'avais vu, quand j'étais à Disney, il y a quelques mois, j'ai vu un sneak peek qu'il faisait dans un vieux théâtre là, de Mickey Mouse, c'était le fun. J'ai vu comme les 20 premières minutes du film. Puis je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant, c'était vraiment le fun. Puis tu sais, ça explique aussi, tu sais, c'est un film qui... Ben, tu sais, à la base, déjà, on se demandait pourquoi il faisait ce film-là, là, parce que ça n'a comme pas de lien avec Toy Story, dans le sens que le personnage, c'est pas le jouet de Buzz. C'est vraiment le personnage de Buzz Lightyear, mais dans le film favori de Andy. Donc, le jeune qui a les jouets, là, Woody et Buzz. Fait qu'on regarde, dans le fond, ça le dit au début du film, là, ça l'explique. Puis, fait que dans le fond, on regarde le film favori d'Andy. Puis là, il n'y a comme pas vraiment de... L'histoire, il n'y a comme pas vraiment de lien. Là. Ça commence que tu es direct dans l'espace avec Buzz, toute la kit. Mais je trouve ça dégringole complètement là, après une demi-heure du film. Le film dure 1h40, 45, je pense. Puis le film, il est le fun. Les gens vont aimer ça, mais j'ai rarement été aussi déçu par un film Pixar. Puis la dernière fois, je pense, c'était pas Pixar, mais la dernière fois, c'était Onward. Là. J'ai trouvé ça vraiment plate. C'était Pixar, Onward, me semble. Ah, c'était Pixar? Ben, me semble. OK. Ben, je sais pas, j'avais un blanc. Mais, j'avais vraiment été déçu par ça. Puis, là, c'est un peu le même effet, dans le sens qu'il se passe pas grand-chose dans le film. C'est comme une histoire typique, sur l'amitié, puis sur le travail d'équipe, puis tout le kit. Mais en plus, il rajoute une déception encore plus grosse parce que c'est un personnage qu'on connaît quand même. C'est un personnage qui est basé sur le personnage qu'on connaît de Buzz, le jouet. Puis là, je m'attendais à plein d'insides puis de trucs le fun qui viendraient jouer sur la nostalgie de Toy Story puis de tout le kit. Mais pour vrai, zéro. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le film qui nous fait rappeler la nostalgie. Puis c'est complètement différent de Toy Story. Puis, j'imagine, c'est là qu'ils voulaient aller aussi, de partir quelque chose de nouveau. Mais je trouvais ça vraiment ridicule, de faire un film sur Lightyear puis de vraiment passer 100 pieds au-dessus de la tête de la nostalgie, du film original qui nous a fait aimer le personnage, Surtout, je te disais, à propos des voix, comme moi, normalement, je suis pas... un film, moi, je suis pas bilingue totalement dans la vie. Fait que la première fois que je vais écouter un film, je vais aimer ça l'écouter en français, pour bien comprendre le film, bien comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Par après ça, ben là, j'aime ça écouter les versions originales, pour vraiment voir si
les acteurs sont vraiment bons dans leur rôle, dans leur langage, comment ils parlent. Mais un film d'animation, ce que je trouve le fun, c'est que tu n'as pas besoin de l'écouter dans les deux versions. T'sais. Normalement, la version québécoise qui est traduite est vraiment excellente. J'adore ça, les voix québécoises qu'on a. Puis là, la version originale de Lightyear, c'est pas Tim Allen qui fait la voix du personnage. Puis là, ça a été vraiment beaucoup critiqué là, au début parce que les gens savaient que ça allait être Chris Evans, la voix de Captain America. Mais tu sais, c'est sûr que je comprends aussi que ce soit différent, vu que c'est comme le personnage du film, puis là, le jouet, il a une voix différente. En même temps, je ne sais pas pourquoi il n'aurait pas pu faire la même voix. Là. C'est un peu ridicule, mais en version originale, la voix est bonne. T'sais, Chris Evans, il a une bonne voix d'astronaute, puis il a une voix qui paraît astronaute, puis comme meneur. Là, mais en version québécoise, c'est Xavier Dolan qui fait le stick de voix, puis ça fit zéro. Xavier Dolan, c'est un Christy de doubleur. Là. Il a fait, entre autres, Ron Weasley, qu'on connaît. Mais il y a un bon thème de voix là, pour doubler. Mais dans ce personnage-là, c'est complètement ridicule parce que ça fit zéro sur un astronaute qui est un homme qui dirige et qui veut sauver la planète Terre toute la kit. Puis, c'est comme ça fit pas. Là. J'ai détesté les voix, c'était dégueulasse. Fait que finalement, j'ai écouté en anglais. Fait que c'était vraiment le fun, les voix en anglais, mais le film en tant que tel était vraiment plate. Je le conseille à personne. Moi, Ça j'ai se trappe trois vraiment, choses. là. Trois Pardon? choses. Trois choses. Ouais, vas-y. Tu sais quoi le budget du film? Non, vas-y. 200 millions. Tabarnache. Énorme, ça n'a pas Ben, rapport. tu vois, le seul point positif au film, c'est le visuel. Fait que j'imagine que ça a été mis dans le visuel, là, l'argent. Mais visuellement, c'est exceptionnel, c'est beau. Mais c'est le seul point positif du film. T'sais. C'est un autre problème que je vois ici en checkant l'affiche sur IMDb. Vas-y. Réalisateur, scénariste, jamais tu vas voir Leon Cridge, jamais tu vas voir John Lasseter, c'est parce qu'il se fait comme canceller puis il est rendu avec Apple. Là. Ah, Mais Leon Cridge n'est pas là. Puis je suis comme. Ça me ouais. semble que c'est eux la base de Toy Story, pourquoi ils sont pas dans le Ah projet, tu ouais. sais. Ben, c'est ça. Ben, c'est complètement Disney qui a parti ça, j'imagine. Puis eux autres, ils étaient comme, ben non, pourquoi on ferait ça? Puis finalement, Disney, ben, vu qu'ils ont les droits, ben, ils ont juste dit, ben, fuck it, on le fait pareil. Ben, Ça c'est se peut. ridicule, là, pourquoi tu fais un film sur le personnage? Puis... Ouais, troisième chose, c'était quoi? Troisième chose, je t'en ai parlé l'autre jour aussi, puis je te dis que c'était une bonne question. Tu sais, le fait que c'est un film Pixar, est-ce que la barre est vraiment haute qui fait que le film serait probablement meilleur si tu n'avais pas les attentes de film Pixar? Ben, je pense que oui. Tu sais, comme je te disais, la force du film, c'est l'animation. Le visuel est exceptionnel. Puis ça, on a ça dans tous les films Pixar, tu sais, mais pour un scénario d'un film Pixar, c'est vraiment très basique. Là. C'est très. La morale, on aime bien parler des morales dans les films Pixar, puis du derrière un peu de l'histoire, que les adultes comprennent. Mais dans ce film-là, il n'y a comme rien à comprendre. C'est cliché au bout. C'est juste le personnage qui essaye de sauver tout le monde, puis que il apprend que travailler en équipe, c'est mieux, puis la famille, ça reste la famille. Mais c'est comme. Je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans le film. Là. Pour les adultes. Les jeunes vont triper, ils vont aimer ça, mais pour les adultes, surtout de notre âge, qu'on a grandi avec Toy Story, que c'est vraiment quelque chose de nostalgique, c'est quasiment le Roi Lion, là, c'est la même chose, mais ils ont rien, admettons, ils n'ont rien apporté dans le film pour faire revivre cette nostalgie-là, puis faire brûler la flamme encore plus pour ce monde-là, puis pour ce personnage-là en tant que tel, tu sais. Moi, je m'attendais à ce que, il porte son costume, là, son vrai costume d'astronaute de Buzz Lightyear, puis, mais il n'y a rien du jouet qu'on retrouve dans le film. Tu sais, mettons, quand il y a des boutons qui disent des affaires de Buzz, là, je m'attendais à ce que dans le film, ils disent exactement les paroles qu'on entend au moins une fois, mais il n'y a rien, à part vers l'infini et plus loin encore. Puis même là, quand il dit, c'est comme c'est un inside qu'il a avec son ami, sa collègue, là, qui est un autre astronaute, ranger de l'espace, mais ça n'a comme aucun lien dans le film. C'est complètement ridicule. Ses ailes, il les ouvre à la fin du film pendant 30 secondes, même pas.
Puis ça a comme ça m'a fait aucun poil frissonner, là, tu sais. J'ai eu aucun frisson là, quand il a ouvert ses ailes. Puis sinon, tu sais, son pointeur laser, c'est même pas dans son costume. C'est comme un gun qui prend un moment donné. Puis... Fait que, tu sais, tout ce qui est, mettons, classique de Buzz Lightyear, le jouet qu'on retrouve dans le premier Toy Story, ben, on le retrouve pas dans ce film-là. Fait que je suis complètement déçu, puis je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait. T'sais. Même aussi, c'est pas un spoiler, mais on le voit dans l'annonce, là, le méchant, c'est Zorg. C'est le méchant de Toy Story 2, là, ben, un méchant en parenthèse. Là, on voit plus de l'histoire de Buzz Lightyear dans Toy Story 2, t'sais. Puis même il joue dans un jeu vidéo où est-ce qu'il faut qu'il s'enfuit de Zorg, toute l'équipe. Puis je m'attendais à ce que le film soit mettons, la base du jeu vidéo. Là. Fait que, je m'attendais à voir des images, des lieux où ce qu'on parcourt dans le jeu vidéo, puis que, mettons, il y a un couloir à passer en sautant sur des plateformes qui tombent une après l'autre, mais il n'y a rien de ça non plus. Puis Zorg, il est vraiment différent dans ce film-là. Puis en tout cas, très décevant. Fait que je vous le conseille pour vos enfants, t'sais. Les enfants vont aimer ça, ils vont triper, ça va être le fun. C'est un peu le film pour enfants typique. Là, ça va être le fun dans l'espace, tout le kit. Ça va faire revivre, je pense, l'amour pour les astronautes que les enfants ont d'habitude. Quand on était jeunes, on voulait aller dans l'espace, tout le kit. Mais même là, l'espace, on ne le voit pas tant que ça. Fait que, en tout cas, le conseil pour les jeunes, mais pour les nostalgiques comme toi puis moi, Benz, qui adorent Toy Story puis l'original, je vous conseille Toy Story, l'original. En plus que Soul est pas sorti au cinéma, puis ça, c'est comme le premier film Pixar qui sort au cinéma depuis la pandémie. Je suis comme. Ouais. Soul devrait sortir au cinéma. Mais... Ah oui. Mais en plus, je te disais, moi, je me rappelle même pas quand est-ce que ça a sorti au cinéma, dans le sens que j'ai même pas entendu parler de Lightyear. Le premier est sorti en même temps que d'autres grosses productions, puis ça a juste été effacé, puis les gens savaient que ça allait pas être bon. Là. Mais surtout aujourd'hui, avec Disney+, les gens vont avoir la même réflexion que moi, dans le sens que pourquoi j'irais payer au cinéma pour aller voir ça quand je sais que j'ai comme des doutes que ça sera pas bon, puis je peux le voir 2 mois après sur Disney+. T'sais. Ouais. C'est ça qui est niaiseux un peu dans le streaming, là, je trouve, aujourd'hui. Là. Non, je suis d'accord. Ça prend un gage de qualité pour aller au cinéma, puis que la salle vale la peine. Là. Genre de Batman. Là, mais... Tu sais, comme admettons, je suis vraiment déçu de dire ça, mais Thor, Love and Thunder, je l'aurais... Pour vrai, avoir su que ça avait été aussi plate, là, j'aurais attendu qu'il soit sur Disney+. Même chose pour même Doctor Strange, In the Multiverse of Madness. Je l'ai réécouté là, récemment, puis j'ai vraiment pas eu d'amour pour ce film-là. T'sais. Au cinéma, je l'avais quand même apprécié, c'était le fun, mais pour vrai, je l'ai réécouté, puis c'était plate, c'était long, puis c'était... J'ai pas eu de fun, tu sais. C'est rien comparé, à, mettons, au dernier Avengers. Que j'ai écouté Infinity War, justement, puis toujours aussi Ah bon. ouais, t'as vraiment... tu le savais pas, hein? Tu le savais pas. Mais Infinity War puis Endgame, je trouve c'était la conclusion ultime puis la meilleure conclusion qu'il n'y aurait pas pu avoir pour le MCU. Puis, tu sais, comme j'en parle aussi avec un bon ami à moi qu'on va sûrement avoir comme invité dans le prochain podcast, mais tu sais, on tripe bien raide sur justement les Marvel, toute la kit. Puis, tu sais, ce qu'on aurait aimé voir de Marvel, c'est que ils attendent au moins 5-6 ans avant de sortir des gros films, puis au moins faire un film, mais par 2 ans, pour avoir de la bonne qualité. Mais là, Disney, ils sont complètement fous, puis ils embarquent dans la quantité plutôt que la qualité, puis ça, c'est vraiment... c'est une mauvaise chose. Ben, ça dépend. Ça peut être une bonne chose aussi si tu veux avoir du meilleur contenu. Ça fait que les gens vont arrêter de regarder ça, puis ça va peut-être mourir dans l'œuf à un moment donné. Mais... Ouais, ben là, c'est ça. Là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils devraient déjà miser sur la qualité plutôt que la quantité, là, tu comprends? Ah, je suis d'accord avec toi. Tabarnache. En tout cas, on verra. Le prochain, c'est Wakanda Forever. J'ai aucune attente, mais en tout cas, l'annonce était quand même le fun. J'ai hâte de voir. À suivre. Chadwick Boseman, il est mort, mais en tout cas. Bref, Lightyear à chier.
Dommage. Là, je peux rebondir sur par rapport à Alien. Oui! Je fais-tu mon bloc Carpenter d'une shot ou un film à la fois? Ben, moi, il me reste 2 films qui sont connexes. Fait que je vais les parler en même temps. Ok, fait que je Fait vais que ça faire va encore Carpenter plus puis de tu temps. finiras. C'est bon. Parfait. Dans le fond, c'est ça, j'ai regardé 3 films de John Carpenter, dont son premier long métrage qu'il a fait avec Dan O'Bannon au Ouais. scénario puis dans les effets spéciaux. Puis ça, à base, c'était un projet qu'ils ont fait à l'université, à UCLA, je pense, c'est au Film School à UCLA. Puis ils ont réussi à avoir comme 50 000 $, je pense, pour faire le long métrage qu'ils voulaient faire avec ça. Quand même pas pire. Qui est un film de science-fiction en Ouais. 74, je pense, c'est ça? 73, non? Je vais aller voir. Dark Star. 74. Ok. Puis c'était une comédie de science-fiction de John Carpenter. Fait que, tu sais, Carpenter, c'est le spécialiste des effets à la main. Tu sais, c'est des Ben beaux oui. effets. C'est des films qui se prennent pas au sérieux non plus. Ça, j'aime beaucoup de son œuvre. C'est que c'est. Tu sais, il rit Mhm. un peu de lui-même. Puis, tu sais, des fois, ça a l'air cheap, À mais part c'est les beau. bons, les bons films genre Halloween, puis Ouais. The c'est les Thing films aussi. The d'horreur vraiment Thing. plus horreur slasher, là, mais Ouais. Puis c'est ça. Dans le fond, Dark Star, c'est un genre de groupe sur un vaisseau qu'il faut qu'il drop des bombes sur des planètes ou quelque chose comme ça. Puis là, il y a un problème avec les ordinateurs sur le vaisseau. Fait que tu sens de gros hommages aussi à 2001. Tu as ouais. beaucoup de références. Puis, tu sais, avec l'argent qu'ils ont fait, là, c'est absolument incroyable. Les effets spéciaux qu'ils ont fait, même aujourd'hui, ça a Ouais. l'air beau. Là, tu sais, ça n'a pas tant vieilli que ça. Tu sais. Ben, surtout les années 70 80, c'est comme le commencement vraiment des effets spéciaux à la main aussi, là, beaucoup plus que dans la science-fiction puis dans l'horreur, puis beaucoup plus que dans les années 50, 60, puisque ils travaillaient plus le maquillage que ce qui était marionnette. Là. Puis justement, tu sais, Dan O'Bannon, tu sais, c'est qui Dan O'Bannon? Ouais, Il a scénarisé Alien, puis c'est comme lui qui est tout en tête ouais. d'Alien. Puis un autre film aussi que j'avais vu, que j'étais comment ça fait du sens que c'est lui, mais je me rappelle plus. Mais ils Puis, travaillent surtout avec des effets ah, spéciaux, des films science-fiction, puis Total Recall, c'est lui au scénario. oui, c'est ça. C'est C'est ça. ça. Puis quand tu regardes ça, puis j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus justement que Dark Star, dans le fond, c'est la genèse de Alien. Qu'est-ce que Alien va devenir? C'est Dark Star. Parce que à un moment donné, t'es comme une bébite dans le vaisseau, puis c'est comme une joke aussi, mais ça ressemble à Alien. Ah C'est très, ouais. très, très, très semblable. Fait que c'est drôle de voir ça quand tu sais qu'est-ce que ça va devenir plus tard, tu sais. Avec les C'est moyens qu'il y ça. avait, puis fait avec amour, puis Ah ouais. c'est beau à voir. Là. Tu sais, ça se trouve sur YouTube, j'ai regardé sur YouTube aussi. La qualité n'est pas super, là, mais ça se trouve sur YouTube au Écœurant. complet. Toi, tu l'as vu, Dark Star? Ouais, ben je l'ai pas vu récemment. Là. C'était quand même un bout. Quand j'étais plus jeune, mais j'avais adoré. Ouais. Puis je l'avais vu avant Alien même. D'ailleurs, ce qui m'a amené à ce film-là, c'est le podcast de Tarantino qui en parle à un moment donné. Fait que Ah, tabarnache! c'est bon. Fantastique! Ah, puis c'est ça. Ok, là, je vais poursuivre mon blog Carpenter. Poursuis ça. J'ai regardé The Thing aussi, parce que je me suis dit, tu sais, Ah ouais. avec Stranger Things, j'avais le goût de me lancer un peu dans son univers Carpenter, parce que tu as beaucoup de références, puis Ben au oui. niveau des effets visuels, puis tout. Puis The Thing, c'est la deuxième fois que je le voyais. Première fois, OK. j'avais trippé vraiment à dire que c'est meilleur qu'Alien, à ce point-là. Ouais, ouais. Et deuxième fois, je trouve que les effets sont toujours aussi prenants, sont toujours vraiment fous, mais on dirait que j'ai moins embarqué dans l'histoire. Je sais pas pourquoi. Peut-être que Hmm. c'était pas le bon moment, je sais pas. Ben, l'histoire est quand même, tu sais, elle peut être longue aussi. Tu sais, des fois, c'est sûr que c'est toute une question aussi. Tu sais, c'est un film d'effets spéciaux, mais aussi d'effets sonores, puis de musique. Tu sais, John Carpenter, il est très bon comme compositeur aussi. Mais tu sais qui a composé la musique de Thing? Ben, c'est pas lui. Non. C'est Ennio C'est qui? Morricone. Ennio Morricone. Ah, c'est vrai? Ah Ouais. ouais, ouais. Ah, tabarnak. La musique J'étais est sûr que bonne c'était en lui plus. Hein. pour The Thing. Non. Parce que la plupart de ses films, c'est lui qui fait la composition. Ouais. Mais The Thing, Impossible. je pense il y avait beaucoup de studios aussi hein, qui étaient autour. Puis, Ben, c'est peut-être pas ça se lui non peut. plus qui a pris toutes les décisions. Puis, Ben, tu sais, j'imagine quand tu fais un remake de même, tu sais pas ce que tu veux. ben, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, le remake, c'est quand même meilleur que le film original de The Thing from Another Planet. De Howard Hawks, mais Ouais. j'aimerais ça le voir, mais je le trouve pas. Mais... Ben, moi, je l'avais déjà vu. Ah, je pense, non, c'était sur un site illégal de streaming, je pense. Ah, ok. Je l'avais vu parce que quand j'écrivais mon scénario, Ah, je me rappelle. ouais.
Ben, c'est un site de streaming. Aujourd'hui, c'est qu'il faut payer, regarde. Mais, mais c'était bon, mais c'est long, là, tu sais. Puis, Je pense que quand que tu sais qui meurt, qui est qui, ouais, la traite est moins intéressant aussi, là, parce que tu le vois ouais, venir. c'est Là. sûr. Mais à la fin, t'as quand même un bon questionnement, hein. Ouais. À savoir, est-ce que les deux sont vraiment clean? Ben, c'est ça qui est le fun, là. Ça me fait beaucoup penser aussi. Tu sais, la musique, c'est Morricone. Ouais, Morricone. Hateful Eight, la musique, c'est Morricone. Puis la fin, c'est la même Morricone. fin qu'Hateful Eight aussi. Hein. C'est vrai. Ah ouais, c'est carré. Puis c'est le Mais, même jeu aussi, c'est de trouver qui est qui, puis tout. ouais. Là, fait que ça. Mais je pense que t'aimerais peut-être. C'est un prequel là, qu'ils ont fait là, en 2011 Et là, sur Netflix. avec Elizabeth Winston quelque chose. T'en peux Je me me rappelle retrouver. pas son nom. Mais elle, c'est la nouvelle femme de Ewan McGregor, hein, je pense. Marie-Elisabeth Winston. Ouais, c'est ça, Marie-Elisabeth. Winston. Mais c'était bon, mais c'est comme un. Ben, tu le sais pas en fait que c'est un prequel, mais en tout cas, on le sait. C'est un prequel. Okay. Puis non, c'était le fun. C'est sûr que c'est avec des effets spéciaux d'aujourd'hui. Il y a moins de travail là, dans les effets spéciaux, mais c'était bien joué. Puis c'est le fun de savoir justement. C'est comme le mystère de savoir c'est qui l'est, qu'est-ce qui va se passer. T'as des bonnes insides aussi au premier film de Carpenter. Là, fait que ça, c'est le fun aussi. Là. Mais très bon, The Thing. Moi, c'est sûrement dans mon top 3 de John Carpenter. Là. C'est quoi l'autre à part Halloween? J'hésite entre Christine ou Vampire, mais je pense que j'ai plus un amour pour Christine. Vampire, c'était avec... j'ai oublié son nom, c'est quoi son nom? En tout cas, c'est un groupe d'humains qui chassent les vampires. Là, c'est vraiment le fun là, comme film. Moi, je suis un grand fan de films de vampires. Là, fait que Vampire, je le conseille à ceux qui aiment les films en général de Carpenter puis de vampires. C'est un très bon film de vampires. Puis ça rappelle un peu de Lost Boy aussi. James Wood. Les mêmes années. Oui, c'est ça. James Wood. C'est l'acteur. Ouais. Mais Christine, tu l'avais vu, Christine? Oui, puis j'avais le goût de le regarder encore. Peut-être que je vais le regarder. Oh, ouais, ben c'est... Pour vrai, ouais, c'est dans mon top 3, c'est sûr, parce que c'est excellent comme film, j'adore ça. Moi, je pense que j'irais dans mon top 3 avec des livres. Ah. OK. Ouais, je pense des livres, j'ai trippé mes rêves voir ça. Halloween, des livres, Christine? Non, The Thing, Halloween, puis des livres. Ah, OK. OK, fait que t'as quand même aimé ça, The Thing. Ben oui, j'aime ça. OK. J'aime ça. Ça fait, ouais. Excellent. C'est ça que j'aime de Carpenter, c'est que c'est fait avec amour, puis tu sens qu'il met son cœur dans ses films, puis c'est hot, là. Ben oui. Puis même, justement, tu disais, il a commencé avec un peu plus la comédie, tu sais, un peu de la comédie noire aussi, des fois, là, mais tu regardes, mettons, Escape from New York ou Escape from Los Angeles, là, avec Kurt Russell, là, puis c'est drôle comment c'est fait, mais c'est bon, puis c'est violent, puis c'est complètement fou, pété, un peu comme Delive aussi, ça vient rechercher aussi un peu de Delive, là. Ben, regarde, c'est excellent, j'adore ça. Le troisième film que j'ai regardé de Carpenter, c'est Big Trouble in Little China avec Kurt Russell aussi. Oui. Qui est fucking stupide, là. C'est génial. Tu sens qu'il se prend pas au sérieux, puis c'est un beau film d'action, des scènes intéressantes, mais c'est ridicule. Dans le fond, c'est Kurt Russell qui est un camionneur. Qui a l'air d'un crotté, puis ça a l'air d'un mange-marde, tu sais. Puis dans le fond, il est comme sur un aéroport, il va chercher une fille avec son ami, puis là, la fille, c'est une Chinoise, puis là, il y a comme un groupe de Chinois qui la kidnappe. Puis là, il essaie de retrouver la fille, mais là, ils sont comme pris dans une affaire de Chinois magiciens qui essaient de péter je sais pas trop quoi, tu sais. Puis le but, c'est juste de sauver la fille, puis de se faire une blonde en même temps, parce qu'il y a comme une autre fille qui tripe dessus, puis on sauve la fille, tu sais. Puis il y a un commentaire de Yannick Belzil que j'ai vu qui disait que dans le fond, c'est comme le Indiana Jones des crottés. Puis je suis comme, c'est bien hot, là. Ah, barnache! Ben, moi, j'adore ce film-là, il est excellent. Tu en avais déjà parlé, hein, me semble, je t'avais déjà... Sûrement. Mais, tu sais, c'est aussi, tu vois là-dedans, justement, les effets spéciaux aussi qui sont bons, tu sais, Ben, il y en a qui ont, quand tu vois les yeux qui shootent des lasers, comme ça a mal vieilli, mais ça appartient au film. C'est ça qui est le fun, c'est que ça appartient au film. C'est ça que j'aime. Ouais. Mais ça rappelle aussi, justement, les légendes chinoises, tout ce qui est mystère chinois, tout.
C'est une C'est fun. des belles scènes d'action aussi, c'est bien réalisé. Ah oui. C'est satisfaisant. Mais tu sais, Kurt Russell, il est bon dans ce genre de rôle-là aussi, tu sais, les crottés, justement, comme tu dis, là. Il est bon comme de. Tu regardes ces films de justement de fin des années 80, début 90, là. Tu sais, admettons, il joue aussi un mange-marde, tu sais, dans Escape from New York. Tu sais, c'est un personnage qui s'appelle Snake, là, Snake quelque chose, mais tu sais, il a juste un œil, puis tu sais, il fait la job, mais tu sais, c'est un mange-marde, puis comme, tu sais, il fait des jokes et tout, là, tu sais. C'est le fun. Complètement différent de son personnage dans The Thing, tu sais. Ah, ben, le Dans film The... en général aussi, c'est Oh, ouais, disjoncté, puis ça se c'est peut d'autres pas. Là, choses aussi, là. ben ouais. Mais tu sais, il est beaucoup plus sérieux dans The Thing. Mais Peut-être on parce se qu'il y a une rapproche grosse aussi plus barbe. de la comédie de Dark Star aussi à sa genèse. Ah oui, C'est ça. oui. C'est le fun. C'est Il est là sur excellent, Disney+. j'adore Carpenter. Il est là sur Disney+, si ça intéresse quelqu'un. Tabarnage! Ouais. C'est écœurant. Là, ça va couper, fait que... J'ai hâte de voir le dernier Halloween Hands. Ah, d'ailleurs, j'ai vu que David Gordon Green, il sort un Exorcist, hein? C'est T'as-tu vrai? vu? Ah ouais? Ouais, à la fin de l'année prochaine, je pense. Tabarnage. Tu sais, je sais comme pas trop où me positionner entre... Je suis assez excité par le film, puis genre mes attentes, je sais pas s'ils sont vraiment basses ou pas, tu sais, je suis comme mitigé. Ouais, ben écoute, ça dépend aussi c'est quoi exactement. C'est-tu un sequel? C'est-tu un prequel? C'est-tu un remake? Un reboot? Moi, j'aimerais ça qu'on se rapproche du film original dans la vibe. Je pense qu'on a les Oui. moyens de faire ça, mais Ben écoute, l'exorciste, c'est comme un film qu'il faut pas toucher, dans le sens ouais. que ben, c'est un peu comme Halloween aussi. J'ai aimé ce qu'ils ont fait avec Halloween, Halloween Kills, c'était plus ou moins plate. Là. Ben, le premier, Parce que- c'était pas bon non plus. Le Halloween de David Gordon Green, Ben j'ai c'était le aimé. fun à regarder, mais c'était pas bon. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais j'ai aimé l'idée derrière ça de ramener une Jiminy Curtis qui est beaucoup plus vieille puis qui veut se venger. J'aime cette idée-là, puis j'ai hâte de voir le dernier pour finir cette espèce de scène-là d'Halloween. Mais l'exorciste, on dirait, je me demande où est-ce qu'il pourrait aller là-dessus. Est-ce qu'il ferait un remake? S'ils font un remake, ça peut être totalement mauvais s'il n'y a pas la vibe, justement, comme tu dis, de l'original. Moi, je voudrais la toune de l'original qui revienne là, parce qu'elle est excellente. Là. Oui. Mais c'est ça, comme tu disais, c'est comme un peu un intouchable. Puis, mais s'ils font ce qu'ils ont fait avec Halloween, c'est sûr que ça va être un peu du déjà vu, là, mais ça pourrait bien marcher, dans le sens qu'ils ramènent des éléments de l'original, mais ça reste dans le même timeline. Puis ça, admettons, ils jouent avec le fait que on a déjà vu un cas comme ça en 1973, puis ils jouent là-dedans. Là. Ça serait le fun. ouais, ok. En tout cas. Okay. Mais c'est des risques qui se pètent la gueule parce que justement, c'est un intouchable, mais C'est ça. je sais pas, on verra. On verra tout ce qu'il y a à voir. Mais tu sais, John Carpenter, il a donné son accord pour les Halloween. Fait que j'imagine, c'est bon. Si Carpenter dit faites une bonne job, je me dis au moins, lui il est content, fait que c'est correct. Ah ouais. C'est pas comme si, admettons, c'est quoi là, il y a un film. Mais j'imagine que le cash, il rentre aussi, fait qu'il doit être content. Ah, ben ouais, c'est sûr. Là. Mais tu sais, c'est, admettons, la série là, de Lord of the Rings là, qui sort sur Amazon Prime. Ah, ouais. Ça a l'air que Peter Jackson, il voulait lire genre le script puis les aider. Puis ils ont refusé, ils ont dit ah non, on veut pas ton aide. Fait que tu sais, c'est là que si c'est de la merde comme série, c'est comme ils ont vraiment mal fait de scraper genre l'aide de Peter Jackson. Là. Vu que l'original Lord of the Rings, c'est excellent, là, tu sais. En tout cas. En même temps, c'est comme si tu veux t'éloigner. Je comprends un peu, là. C'est comme si tu veux t'éloigner de l'original, mais tu. Je comprends, puis juste avec les annonces, ça a l'air totalement différent, là. Ouais. Mais en même temps, est-ce que tu vas perdre l'esprit de ce qui est C'est un des anneaux dans ce qu'on a vu au niveau visuel? Est-ce qu'on perd l'esprit? Je sais pas. Là. Ben, moi, une chose qui m'avait vraiment déçu dans le Hobbit, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'effets spéciaux un peu, tu sais, juste CGI, juste pour en mettre, là, dans le fond. Puis ça m'avait complètement perdu là, dans cette trilogie-là. Mais j'aimais, mettons, l'esprit du premier, le voyage inattendu, où est-ce que
tu retrouvais des lieux qu'on connaissait, tu sais, de Lord of the Rings. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais, est-ce que c'est trop longtemps avant, puis on verra rien de ce qu'on connaît, tu sais, de Lord of the Rings, ou est-ce qu'on va réexplorer, tu sais, des lieux où ce qu'on connaît, tu sais. J'ai hâte de Ah, mais voir. c'est-tu adapté sur des textes de Tolkien ou c'est juste des affaires originales qui ont pris de nulle part? Ben là, il y a des critiques comme quoi, tu sais, les grands fans là, de Tolkien qui disent que ça n'a aucun lien avec ce que Tolkien a écrit. Puis les scénaristes se sont défendus en disant oui, oui, on reste dans l'esprit de Tolkien. Puis, fait que j'ai hâte de voir. Moi, je connais pas vraiment ce que Tolkien a écrit, là, à part les films que Peter Jackson a fait, mais sinon, j'ai rien lu là, de Seigneur des Anneaux, tout le kit, mais je suis plus ou moins intéressé là, par la série. T'sais, en même temps, je suis curieux, fait que c'est sûr que je vais y jeter un coup d'œil. Mais si c'est pour être comme Obi-Wan, pour elle, je ne le finirai pas. Là, Obi-Wan, je voulais juste finir pour voir si il allait se racheter à un moment donné. Puis finalement, j'ai hâte d'en jaser parce que ça va être de la Mais grosse ça merde. sort quand? Ben, je sais pas ce qu'on dit ça du Seigneur des Anneaux, là, mais en tout cas, ça sort quand? Ça sort-tu aujourd'hui? Non, non, c'est en septembre, là, je pense. Ok, parce que House of Dragon, je pense que c'était aujourd'hui, hein? Ça se Oui, peut-tu? oui, Ok, oui, c'est ça. House Ok. of Dragon. Puis là, je pensais peut-être à me prendre Crave pour le prochain mois, m'a checké ça. Là. Je ne sais pas si. Je pense que c'est un épisode par semaine hein, qui sort. Ben, j'imagine. Ouais, je J'imagine, pense. ouais. Les dimanches soirs, là. Non, c'est ça. Fait que je vais peut-être attendre, puis je vais attendre qu'ils soient tous là pour l'écouter back-à-back. Ouais. Mais ça aussi, ça, c'est une autre affaire aussi. T'sais, les gens, ils critiquent House of Dragon parce que selon les personnages qu'ils ont vus, ça ne reflète pas les personnages qui sont comme développés dans les écrits de R.R. quelque chose. Là. George R. R. Martin. Martin, ouais. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir quand même. Là. Moi, j'ai capoté sur Game of Thrones. Fait que... Puis j'étais pas tant déçu de la fin, dans le sens que oui, ça aurait pu finir beaucoup mieux, là, la saison 8, mais j'ai pas été aussi déçu que ce que les gens disent qu'eux l'ont été. Là. Fait que je Ouais. suis quand même intéressé là, par House of Dragon. Bref. En parlant de tout ce qui est médiéval, puis théâtral, tout le fun, j'ai regardé deux films connexes qui sont tous les deux basés sur. T'avais-tu fini avec John Oui, oui. Carpenter? Okay. Ouais. Excuse, j'ai fait un pont. Mais j'ai regardé deux films qui sont connexes par rapport à la pièce de théâtre de Shakespeare, de Hamlet. Donc, la tragédie du prince Hamlet, là, mais en version courte, c'est Hamlet. Puis, fait que j'ai écouté un film, je pense, de l'année 2000 ou 2001, qui s'intitule Hamlet. Puis, c'est avec Ethan Hawke. T'as aussi Kyle McLachlan, le gars de Twin Peaks. Là. Carl McLachlan. McLachlan. Puis, Bill Murray. t'as d'autres. Ouais, Bill Murray aussi. T'as Julia Stiles qui va jouer Ophélie. Puis, Liv Schreiber qui joue la Herthe. Des grands noms, des bons noms. Des jeunes acteurs qui sont en montée à cette époque-là. Puis, aussi des vieux acteurs qu'on connaît de plusieurs années. Oh. C'est une bonne. Ah, je viens de voir le box-office du film, tu sais quoi? C'est quoi? Je sais pas c'est quoi son budget, mais il a fait 2 millions au box-office. C'est vraiment pas beaucoup. Ben, écoute, t'as-tu des critiques? Maintenant, tu vois-tu le pourcentage comment c'est? 58 sur Rotten Tomatoes. IMDb. Tant peu. 70 de Metascore, c'est pas si mal. Ah, c'est pas si mal. Parce que c'est pas. C'était moins bon. Parce que je l'avais jamais vu, ce film-là. Puis là, j'avais trouvé en VHS il y a quelques années. Mais. Ben, il y a quelques années, il y a quelques mois, là. Mais. C'était pas écœurant, tu sais, comme film. Je m'attendais à un film sur Hamlet, mais tu sais, là, c'est sûr, c'était dans le monde moderne. Là. Ça se passe à New York dans l'époque de l'an 2000. Puis là, je m'attendais à ce qu'ils reprennent l'histoire d'Hamlet, mais de façon moderne, puis que ce soit le fun. C'était le cas, mais ils ont repris ça en se basant un peu sur le Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Fait qu'ils ont repris toutes les espèces de répliques, mais de façon théâtrale. Puis là, ils les ont mis dans le film. T'sais. Fait qu'ils parlent vraiment comme comment on parle dans la pièce de théâtre. Là. Puis la pièce de théâtre, elle se passe en 1506. Là. Fait que c'est médiéval. Là. C'est même pas. C'est pas moderne là, comme réplique, mais
les acteurs parlent comme au théâtre, puis c'est froid, c'est vraiment froid, tu sens aucune émotion, tu vas sentir l'émotion dans les gestes que les acteurs vont faire. Ethan Hawke est bon, là, comme pour interpréter avec son visage toute la kit, mais c'est lourd quand même là, comme texte, là, parce que ça parle, puis c'est la pièce de théâtre. Fait que, la pièce de théâtre est écœurante, mais on dirait que ça ne fit pas avec justement le monde moderne qu'on nous présente. Parce que c'était pas non plus un monde moderne modifié comme. Tu sais, dans Roméo plus Juliette, tu as vraiment un ton, un rythme dans les effets visuels, puis dans les couleurs qu'on nous est proposées. Puis ça faisait beaucoup plus, justement, ça venait rechercher le côté théâtral de la chose. Fait que ça fitait avec les textes qu'il disait, mais là, dans ce cas-ci, on est vraiment dans un New York moderne, puis beaucoup plus médiatique. Tu as Hamlet qui comme, il tourne un film en même temps que de dire son texte, puis comme quand il dit les grosses répliques qu'on connaît, genre être ou ne pas être, il tourne un film, puis il est comme perdu dans ses pensées, puis l'histoire originale d'Hamlet, t'as connais-tu un peu? Ou, Ben, j'ai vu le Roi Lion. Ben, je l'ai lu la pièce aussi. J'ai vu le Roi Lion. C'est ça, mais tu connais les grandes lignes. Là, c'est le jeune prince qui veut venger la mort de son père. Le roi Claudius, c'est son oncle, mais là, il épouse sa mère, puis il apprend que c'est lui qui a tué son père. Ben là, il veut se venger. Puis là, finalement, il y a Ophélie qui est comme en amour avec, mais là, il joue comme le jeu du fou. Fait qu'il la rejette. Puis là, Bill Murray joue le père d'Ophélie, puis qui va se faire tuer finalement par Hamlet, là, par Mégarde, là, mais c'est tout bien monté dans le film, mais c'est juste. On dirait qu'on ne s'attache pas au personnage parce que c'est froid, puis c'est pas le même. De dire un texte de théâtre au cinéma, on dirait que ça n'a pas la même tension qu'au théâtre, justement. Ouais. Surtout quand t'es pas dans le même décor non plus. Là. Fait que j'ai aimé ça comme film, mais c'était pas. À la fin, ils se battent comme lui puis la Laerte. Dans le fond, la pièce originale, à la fin, c'est Laerte veut venger la mort de son père. Fait qu'il t'as Claudius qui monte Laerte contre Hamlet en disant c'est Hamlet qui l'a tué. Fait que là, ils vont se battre, mais là, dans le film, ils se battent comme à l'escrime, là, sur le toit de l'immeuble. Puis il y a un gun finalement, puis là, il y a un poison dans le vin. En tout cas, c'est complètement farfelu, là, mais ils ont fait ça plus moderne. Fait que c'est quand même intéressant, mais en même temps, ça passe pas. Ça passe pas sur comment dire, ça passe inaperçu, tu sais. Ouais, je comprends. Tu comprends? Mais les acteurs sont bons, tu sais. Justement, Kyle McConaughey, lui, McLachlan, lui, il joue Claudius, tu sais, fait qu'il a quand même un bon personnage de méchant, là, tu sais. Puis t'as Liv Schreiber qui joue la Herte, quand même bon. Fait que j'ai regardé ça, puis en même temps... Le réalisateur, c'est Michael Almereda. Almereda. C'est lui qui a fait Tesla, le film Tesla, avec Ethan Hawke. Ouais, lui, je l'ai pas vu encore. Mais je l'avais acheté sur ma liste, là, à un moment donné. Sinon, c'est tout... il a fait Twister. Ça se peut-tu? On en a parlé. Ben oui, c'est lui qui fait Twister. C'est vrai, tabarnache? C'est le même Twister qu'on connaît. Tim Robbins. Twister avec Bill Paxton? Harry Dean Stanton. Un peu, là. Twister? 1989, c'est bien ça? Non. Avec Crispin Glover. C'est un autre Twister, ça veut dire. C'est pas mal. OK. Ah ouais, Crispin Glover, tabarnache. Bizarre. Ça doit pas parler de tournade. Ben, ça, je comprends pas. Parce que le Twister qu'on parlait tantôt, c'est 96. Puis je pense que c'est Jane DeBont. Exactement, oui, ça va être Yann DeBont, là, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, t'as raison. Ok, c'est ça, ouais. Tabarnache. Bizarre. Benz. Il essaie de trouver des points sticks rattachés partout. Mais bref, j'ai regardé ce film-là, puis c'était quand même bien. Mais j'avais regardé... dans le fond, je l'ai regardé parce que c'était le fun, puisque j'avais regardé récemment Ophélie, qui est un film assez récent, là, je pense en 2018. Il jouait à la TV à un moment donné, puis ça m'intéressait quand même, parce que j'adore l'histoire d'Hamlet. Fait que Ophélie, puis t'aimes Ray Skywalker aussi, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. C'était avec Daisy Ridley.
Puis Ophélie, c'est ça, j'étais intéressé de voir c'était quoi le film. Ça allait-tu juste parler de l'histoire d'Hamlet encore, puis juste mettre l'accent sur Ophélie. Puis dans le fond, c'est ça. Dans le fond, c'est que tu vois, ça se passe vraiment dans les années médiévales, là, plus là, comme la pièce de théâtre. Puis tu as Clive Owen qui joue le roi Claudius. Puis celui qui fait Hamlet, c'est le jeune là, dans Captain Fantastic. Là. J'oublie tout le temps son nom à lui. Tantôt, je vais le trouver, je l'ai ici. C'est lui qui joue dans 1917, là? Oui, c'est ça. Je le vois pas, mais ouais. C'est le jeune. J'oublie tout le temps. Je pense que c'est George quelque chose. Là. George McKay, c'est ça? Oui, c'est ça. George McKay. Fait que c'est lui qui fait Hamlet. Puis lui, il est bon dans les rôles, justement, perturbés, là, on dirait. Là. Il a comme des yeux. Il y a beaucoup des yeux au beurre noir. Là. Fait que il jouait bien son rôle. Puis t'as la mère d'Hamlet qui est jouée par Naomi Watts. Dans le fond, tu parcours beaucoup de l'histoire entre la mère d'Hamlet et Claudius, qui tombe en amour, si tu veux, mais avant que Claudius tue le roi. Puis là, par après, là, tu vois que Claudius, il crouse, il demande en mariage Naomi Watts, la mère d'Hamlet. Fait que là, c'est comme l'histoire d'Hamlet, mais vue à travers les yeux d'Ophélie. Fait que le film est quand même long, là, je pense que c'est 2 heures, un bon 2 heures. Puis au début, là, tu vois l'enfance d'Ophélie. Puis là, c'est inventé de pièces là, pour mettre de l'emphase sur le fait qu'Ophélie, c'était une femme. Parce qu'elle, son père, c'est le conseiller du roi. Fait que elle vient pas d'une grosse famille riche, tout le kit, mais elle a été élevée, si tu veux, comme servante pour la reine, qui est la mère d'Hamlet. Puis là, fait que dans le fond, elle a grandi avec Hamlet, tout le kit. Puis là, à la fin, là, ils ont changé l'histoire complètement, là, parce que dans l'histoire originale de la pièce, Ophélie est retrouvée morte, là, noyée. Puis, dans le fond, après être devenue folle, parce que quand son père il se fait tuer par Hamlet, là, elle devient folle, tout le kit. Puis là, elle est retrouvée morte. Puis, dans le film d'Ophélie, vu qu'on voit plus à travers les yeux, on voit l'histoire d'Hamlet à travers les yeux d'Ophélie, puis là, à la fin, c'est comme si elle simulait sa mort, puis là, elle devient comme elle se coupe les cheveux, puis là, c'est comme faire un retour sur ce qu'on voit de son enfance, qu'elle jouait dans la boue, puis c'est une fille qui était un peu tomboy, puis là, c'était pas une fille de bonne famille, puis toute la quête. Puis là, à la fin, là, elle retrouve son enfance, puis là, elle se coupe les cheveux, puis là, elle devient comme un homme, là, si tu veux. Fait qu'elle s'en va, elle s'enfuit. Je trouvais ça un peu ridicule là, de changer la pièce. Là. J'étais comme, bon, une autre affaire de, la femme, l'égal de l'homme, se roule dans le bout, toute l'équipe. Mais c'était quand même bien, c'était bien, mais c'était pas un grand film. Je pense pas que ça a passé au cinéma, là, ce film-là. Puis, en fait, ça n'a pas passé au cinéma, ce film-là. Puis, c'est un film VVS, là. Ouais. À la maison de production qui fait énormément de films, mais c'est pas toujours des bons films. Là. Fait que, non, mais c'était bien, mais sans plus. Des bons acteurs, ouais. Où tu trouvé ça, ce film-là? Il jouait à la TV. OK. Ouais. Puis je l'avais déjà vu, je l'avais pas acheté en Blu-ray, mais je l'avais vu quand il était sorti en Blu-ray. Ça avait l'air intéressant quand même, mais c'est pas. Parce que j'adore les films historiques, tu me connais, j'adore ça. Puis encore plus les films, justement, Shakespeare, toute la kit. Mais je te dirais entre les deux, entre Hamlet et Ophélie, je préfère les films Hamlet, t'sais. Même si les interprétations étaient vraiment froides à cause du texte, t'sais. Mais j'aimais ça. C'est mieux filmé aussi que ce qu'on avait avec Ophélie, là. Ça fait un job. Mais même à ça, la meilleure interprétation de l'histoire d'Hamlet dans les dernières années, c'était The Northman, puis ça, tu le sais, Amnesty. Ouais, ok, ouais, mais je suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que c'est pas nécessairement Shakespeare, c'est plus Ah, ben non, c'est pas l'histoire de Shakespeare. les sagas islandais, je pense. Oh, ouais, c'est ça. C'est pas Shakespeare partout, mais c'est quand même Hamlet, tu sais. C'est vrai. Bref, j'adore ça. As-tu réécouté Northman depuis que tu l'as acheté, hein? Je l'ai pas encore. Ouais, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore. J'ai pas encore eu le temps. Puis là, dans les films récents que j'ai achetés, il y en a un que j'ai pas vu encore. C'est quoi? Que je vais sûrement regarder. Je vais essayer de regarder pour le prochain pod. C'est Everything Everywhere Else. Oh, fuck oui, regarde ça. All Has Homes.
T'es pas le premier à me dire que c'est bon, fait que moi l'écouter. Il faut juste que je trouve le temps. Ah, tu vas triper, ouais, c'est incroyable. Ah, ben, c'est écœurant. Il est sur ma liste. Sinon, c'est ça. Pour la semaine prochaine, sûrement qu'on va jaser d'Obi-Wan. Fait Ça qu'il va faut que être. je finisse ça, moi, les deux. J'ai écouté l'épisode 4, puis c'est médiocre. Là, il faut que je me Oh, force à oui. écouter ça, ça me tente même pas, mais comme je vais le Oh, faire, oui. là. Ça devient de pire en pire. Puis, oh, oui, non, non. Mais j'ai hâte de le battre au bout. Sinon, c'est ça, j'ai d'autres films aussi de Ewan McGregor là, pour comparer là, sa filmographie. En tout cas, ça va être le fun. Sinon, toi, t'avais-tu d'autres plans, d'autres films à regarder? Ben, moi, je vais peut-être regarder Jane Silent Bob Reboot, parce que je l'ai trouvé. OK. Ah ouais. Ça m'excite. Puis là, il y avait 3 mois pour une pièce Mubi. Je sais pas si ça va être là les prochains jours ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai réussi à pogner ça pour une pièce 3 mois. C'est absolument ridicule. Fait que j'ai comme C'est plein de films écœurant. sur Mubi, incroyables, des films d'auteur. Fait que je vais naviguer là-dedans. Ah, c'est fou, là. Tellement d'affaires à regarder en plus. On est saturé de contenu, là, toujours. Oui, oui, oui. Ben là, tu sais, comme sur Amazon, il y a le film 13 Lives que je vais sûrement regarder aussi. Là. Ça a l'air écœurant. J'ai pas vu de critique encore. Là. Je sais pas comment les gens ont trouvé ça, mais ça a l'air bon. On va aller voir. Il est sorti, ça fait un bout, ça? C'est sorti en même temps que Prey, donc au début du mois d'août. C'est ça. C'est sorti là, puis... C'est sur IMDb. Rotten Tomatoes, 88%. Ah, c'est pas pire. Puis sur IMDb, c'est 7,8 la critique du public, puis 66 le Metascore, ce qui est quand même honnête, là, c'est bien, c'est bien. OK, ouais, ça dépasse le 60. Ouais, c'est C'est ça. un peu ce que je disais quand j'avais des examens de maths. Ouais. Je disais, je suis en haut de 60. Mais non, mais c'est des bons acteurs. Fait que je me dis, ça peut pas être mauvais. Puis Amazon Prime, ils font pas mal tout le temps des bons films, là, je trouve, dernièrement. Là, toujours du bon contenu. Ils mettent du bon budget dans leurs films, puis tu sens que c'est pris avec. Ils ont mis du temps là-dedans. C'est pas comme Disney, on dirait qu'ils font des films à pu finir. Puis, en tout cas, j'aime mieux les films qui sortent au cinéma, c'est sûr, mais regarde, si c'est pour être comme des films qui sortent directement en streaming, non merci. Non merci. Là, prochainement, au cinéma, justement, je te disais, j'adore les films de vampires. Là. Mais la semaine prochaine, tu as The Invitation qui sort. Ouais. Ça a l'air exceptionnel, fait que je vais sûrement aller voir ça. Puis la nouveauté cette semaine, je ne l'ai pas vue, c'était The Beast. Tu vas aller voir ça? Ça a l'air plate. Ouais, ça a l'air. Ben, c'est comme un remake, si tu veux, d'un film. Non, là, je pense que c'était L'ombre et ténèbres, là, quelque chose comme ça, mais c'était avec Michael Douglas dans les années 90. Michael Douglas puis Val Kilmer qui chasse un lion. Fait que ça a l'air d'être exactement le même film. Là. Fait que j'ai hâte de voir, mais je sais pas si je vais aller le voir au cinéma. Là. Je sais pas si je vais avoir le temps d'aller le voir au cinéma. Mais checker ça. Idris Elba est tout le temps bon dans ses rôles quand même. Fait que je me dis, s'il a fait ce film-là, ça peut pas être mauvais. Mais en même temps, il en a fait des films pas très bons. Là, en tout cas, checker ça. À suivre en esti. Hey, Ben, bonne semaine de film. Qu'est-ce que tu regardes?